very highly educated. I know words, I have the best words. Most importantly, I brought my Bible. Eh bien voilà, bonjour. Bonjour Thierry. On a le grand plaisir, le grand honneur, la grande chance d'être ce soir, parce que officiellement on est le soir. D'accord. Hein, d'avoir Dominique Raymond. Bonjour, bonsoir Dominique. Bonsoir. Comment ça va? Eh bien bien, ma foi, bien. On profite de votre passage, plus qu'un passage, votre présence momentanée pour quelques semaines à Lausanne, où vous jouez dans la pièce de Lionel Beyer, Foucault. Le titre exact, c'est Foucault en Californie. Foucault en Californie, une coproduction Théâtre de Vidy et Théâtre de la Comédie de Genève. On pourra revoir la pièce l'année prochaine à la Comédie, à Genève. Hein. On sait déjà quand? C'est soit février, soit mars 24. D'accord, donc en 24, on republiera cet entretien pour faire de la promotion. Ça sera encore Denis Maillefer ou ça sera la nouvelle direction? Ça sera la nouvelle direction. D'accord. Je crois que c'est vendredi qu'on a les résultats. Je crois que ça a été dit. Là, déjà la fille qui était au Havre, comment elle s'appelle déjà? Tu pourras chercher. Moi non plus, je ne connais pas. Je suis un peu largué, il faut dire. J'appartiens à la même génération que vous, en termes de théâtre, etc. On connaît plus tout le monde. Pas mal de gens dans les cimetières, quand même. On commence à connaître, malheureusement pour nous. J'avoue. Et puis autrement, non, on ne connaît plus. Le monde a un peu changé. Pour le bien ou le pire, j'en sais rien. Mais ça, on ne connaît plus les familles non plus. Oui, c'est ça. Mais comme je vous l'ai dit très brièvement, cette émission, on suit un tout petit peu la vie de l'invité, en commençant par le commencement, selon la belle doctrine que pour comprendre d'où les gens parlent, il faut savoir d'où ils viennent. Parce que pour moi, c'est tout aussi important, pour nous, c'est tout aussi important le parcours qui amène à avoir une position que la position elle-même. Je pense que si on est actrice ou acteur né à Paris de parents architectes, si on est actrice ou acteur né au Havre de parents carrossiers, même si on fait le même métier au même moment et qu'on parle du même endroit, c'est pas tout à fait le même endroit parce qu'on vient d'ailleurs. On est lesté d'une autre expérience, d'autres poids, d'autres limites, d'autres forces. Donc, Dominique Raymond, d'où venez-vous? Alors, d'où je viens? C'est tout simple, je viens de Genève. Je suis née à Genève il y a maintenant quelques années. Et voilà, j'ai commencé très tôt à faire du théâtre. Comment ça se fait? Comment ça se fait? J'avais un oncle que j'aimais beaucoup qui s'appelait Thierry Vernet, qui était le compagnon de route de Nicolas Bouvier pour l'usage du monde. Et, il a fait les voyages avec lui? Oui, il a fait le voyage avec lui, c'était son compagnon. Je viens de lire quelque chose sur Vernet et Bouvier, mais je ne sais plus. Voilà, Vernet, donc c'était mon oncle. Ah d'accord. Et à l'époque, donc il était revenu de son voyage depuis longtemps, et il faisait les décors de la Comédie de Genève, et c'était Germaine Montero qui avait monté la maison de Bernarda Alba de Lorca. Et donc, comme il faisait les décors, elle cherchait une jeune fille, une petite fille de 10 ans, pour jouer une fille du village. Et mon oncle avait dit, écoutez, ma nièce prend des cours, parce qu'à l'époque, je prenais des cours de diction, ça s'appelait diction. Le jeudi après-midi, comme chaque enfant de la famille faisait quelque chose, mon frère le tennis, mes sœurs faisaient de la danse et de la musique. Plutôt d'une famille bourgeoise alors Voilà, on va dire bourgeoise, et plus compliqué que ça, mais enfin on va dire bourgeoise. Qu'est-ce qu'il faisait votre papa, qu'est-ce qu'il faisait votre maman? Ah, vous voulez vraiment que je raconte tout? Moi je veux rien. Non. Écoutez, non, j'ai été élevée par mon beau-père qui était mon parrain parce que j'ai perdu mon père très jeune, quand j'avais 2 mois, d'un accident d'avion. Il était pilote et architecte et il est mort quand j'avais 2 mois. C'est une famille d'aventuriers en fait. Un peu, on peut dire, oui. Parce que je pense qu'être pilote et architecte à l'âge, quand votre père était jeune, c'était une aventure, je pense. C'était spécial, quoi. Il aimait beaucoup l'aviation, mais ce n'était pas son métier, mais il le faisait comme ça par hobby. Enfin, donc je ne l'ai jamais connu, puisqu'il est mort quand j'avais 2 mois, et ma mère a épousé mon parrain, qui était un homme extraordinaire, qui était donc le frère de Thierry Vernet, compagnon de route de Nicolas Bouvier. D'accord. Et donc pour moi, j'ai été élevée par lui, et ça a toujours été mon père et personne d'autre, évidemment. Et c'était un homme auquel j'ai été extrêmement attachée, où il y avait vraiment quelque chose de très très fort entre nous.
Et donc, quand je suis partie à Paris, non, alors, je reviens en arrière. Donc, son frère Thierry Vernet, qui faisait les décors de Maison de Bernarda, m'a donc proposé pour jouer cette jeune fille. Donc, j'ai été présentée à Germaine Montero, qui à l'époque était une vedette. Maintenant, peu de gens savent encore qui c'est. Mais à l'époque, c'était vraiment quelqu'un de très connu parce qu'elle avait chanté tout le Kurt Weill, elle avait chanté énormément, essentiellement Kurt Weill. Alors, elle était connue pour ça, c'est une actrice espagnole, une espèce de Maria Cazares, mais en plus, elle avait un panache extraordinaire. Quand j'ai vu ça... Cazares, c'était pas mal aussi. Hein. Oui, Cazares, c'était pas mal. Mais Germaine Montero était fascinante, parce que c'était une femme d'une grande beauté, elle était très imposante, espagnole, enfin, une classe folle, quoi. Et elle m'impressionnait énormément, et je me disais, c'est ça une actrice, quoi. Et je pense que mon premier choc avec le monde du théâtre, ça a été Germaine Montero. Mais je pense que nous, comme francophones, le côté, comment dire, le côté joué, le côté projeté de la culture hispanique, de la langue espagnole, fait que les personnes de culture espagnole qui ont de la personnalité nous impressionnent plus à personnalité égale que les personnes qui s'expriment en français ou dans une langue slave. Je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose dans l'espagnol, dans la façon d'exprimer ses sentiments, qui est très théâtral, très monstratif, je dirais, et qui nous impressionne beaucoup. Oui, elle m'impressionnait énormément et j'étais très très fière, extrêmement fière de jouer avec elle et avec toutes ces femmes. Je me souviens plus malheureusement des noms des actrices suisses de l'époque, mais c'était à la Comédie ? À la Comédie, oui. Et on est parti en tournée, j'étais chouchoutée, j'étais l'enfant dans la troupe. Vous aviez quoi, une dizaine d'années ? 10 ans, oui. Ouais. Ah, donc l'enfant dans la troupe, c'est toujours quelque chose. Hein. Oui, c'était quelque chose. Ouais. Donc voilà, on est parti en tournée. C'était vraiment une expérience magnifique, qui a été fondatrice, si je puis dire. Ouais. Mais il y a quelque chose qui préexiste, quoi. Déjà des cours de théâtre, déjà oui, donc j'étais un jus positif et... Oui, ma mère donc m'avait inscrit dans un cours de théâtre, diction, au Conservatoire populaire de Genève, boulevard Saint-Georges. C'était un conservatoire de musique, mais il y avait une section théâtre. Et c'était une autre Germaine qui s'en occupait, qui s'appelait Germaine Tournier, qui était une femme qui a aussi évidemment énormément compté pour moi. Décidément, les Germaines ont compté. Et, on va finir avec Germain, à la fin, dans Last Dance. Oui, ça va boucler la boucle. Tout à fait, oui, dans Last Dance. Ouais. Et donc, cette Germaine Tournier m'a déjà fait perdre mon accent, m'a fait connaître toutes les pièces de Prévert, les poèmes de Prévert, Michaud. Je crois qu'on a dit toutes les femmes de La Fontaine. Et ça a été aussi, pareil, très important d'être là, fondateur. Et c'était une femme qui a aussi beaucoup compté. Et quand il y a eu une bourse qui s'est présentée, donnée par la ville de Genève pour aller à Paris pour faire le conservatoire, tout naturellement, elle m'a dit que ce serait dommage de ne pas y aller. Donc, moi, je ne voulais rien de spécial, je ne voulais rien de particulier, ni aller à Paris, ni autre chose. Je voulais... Mais entre Bernardo d'Alba et le conservatoire, vous avez continué à travailler dans des productions professionnelles ou bien... Non, c'était la seule fois. C'était la seule fois. Après, j'ai usé mes semelles dans les pensionnats. Parce que vous étiez mauvais élève ou bien parce que c'était pire que comme ça ça se faisait? Non, pire que ça. J'étais pire qu'une mauvaise élève. J'étais vraiment une rebelle terrible, quoi. Je veux dire, j'étais jamais à l'abri d'une mauvaise idée pour faire rire mes camarades, des choses même parfois dangereuses. J'ai que des souvenirs d'avoir cassé des trucs, d'avoir ouvert des extincteurs, d'avoir lancé une super balle par erreur dans l'œil de mon professeur. Enfin, je crois que j'étais vraiment un cas. Ah, c'est drôle. Je ne sais pas pourquoi, mais il y avait une espèce de bon petit diable, quoi, quelque chose qui m'animait de très très fort. Donc d'où la punition du pensionnat. Effectivement, au bout d'un moment, on ne savait plus quoi faire de moi. Vous avez des frères et sœurs, en tout cas un frère que j'ai vu lors de la projection de Garantie de la neige à Noël au City Club ici. Voilà, un frère et deux sœurs de mon beau-père qui m'a... Et votre frère, c'est frère, comme ils disent en Afrique, même père, même mère? Non, même mère, mais pas même père. Ok. Il y a eu beaucoup d'hommes décédés dans la famille. Et vous vous étonnez d'avoir été une ado rebelle? Non, je ne m'étonne pas. C'était comme ça. Sans être bêtement explicatif, c'est normal d'être un peu fâché avec la vie quand même.
Fâché, oui, fâché. Je ne sais pas si c'est fâché, mais en tout cas, je veux en découdre. Ça, c'est sûr que Ouais. je voulais en découdre. Et il n'y avait pas un jour où il ne fallait pas faire quelque chose d'extrême. Donc je pense que c'était assez épuisant pour mes parents. Mais finalement, bon, vous beaucoup êtes d'acteurs sont comme ça. Hein. Vous êtes fait virer de l'école publique finalement De partout, bien... de partout. Ah, c'est cool. De partout, j'ai été virée jusqu'à ce que je sois en pensionnat. Et là, le pensionnat m'a fait un effet. Finalement, ça a marché. C'est-à-dire que je me suis rangée C'était internat? à l'internat. Oui, je rentrais une fois par mois seulement. Ah, moi j'ai fait la même chose. Oui, à Estavayer-le-Lac. Moi j'étais au Bouvray, au bout du lac Léman, chez voilà. des bons pères blancs. Mm. Des anciens. Nous, le profil des gens qui nous cadraient, c'était tous d'anciens missionnaires revenus de mission, de 40 ans d'Afrique, avec le palu, et qui devaient se taper des petites frappes un peu dans le même profil. C'est ça, ouais. Mais ça m'a aussi assez bien convenu. Moi, j'ai bien aimé. Moi, pas du tout, mais je regrette pas d'avoir vécu ça parce que je pense que c'est dans ces périodes-là qu'on se construit dans son imaginaire, évidemment, dans cette grande solitude et dans ce cadre extrêmement strict où on vous confisque tout ce que vous avez quasiment. Je pense qu'on se construit bien avec ça. Et c'est là que j'ai connu. Où on est complètement démoli. Je pense Ou qu'il y alors a des gens qui se font démolir complètement, je pense. C'est possible, mais en même temps, on a souvent une capacité à se reconstruire extraordinaire. Il faut avoir confiance en ça. Mais il devait être désespéré pour envoyer une membre de l'élite calviniste chez les bonnes sœurs catholiques à Estavayer-le-Lac. C'était vraiment la dernière possibilité. La dernière possibilité. Après ça, il restait la prison, quoi. Oui, alors même du pensionnat, je me suis fait donc remercier également parce que mais c'était plus sournois. C'est-à-dire que j'écrivais un journal, puis là j'ai dû dire des horreurs comme ça sur certaines bonnes sœurs, parce qu'il y en a que j'oublierai jamais, hein, qui m'ont fait connaître Claudel ou qui m'ont fait connaître des tas de choses importantes, mais il y en a une ou deux qui étaient vraiment... c'était dur quand même, certaines. Bon, alors je devais m'épancher comme ça dans des journaux intimes. J'ai toujours été adepte des journaux intimes. J'en ai fait un paquet. Après, c'est devenu des journaux de répétition. Enfin, j'ai toujours eu cette rage d'écrire. Je pense que j'ai des milliers de carnets, dont un qui a été publié, mais ça, c'était des carnets de répétition. Et donc, vous gardez tout? J'ai tout gardé. Je garde tout. Mes carnets de croquis et mes carnets, oui, j'ai une pièce entière consacrée à tout ça. Ouais. Je pourrais donner ça aux archives de Berne. Mais, Ou de la cinémathèque? Non, mais bon, tout est mélangé, hein, la vie, le travail. C'est l'intérêt, non, d'une Ouais. archive? Oui, mais bon, tout n'est pas non plus passionnant. C'est l'intérêt aussi. Bon, d'accord, alors je vous donne tout. Mais oui, non, mais l'intérêt de la vie, c'est qu'elle n'est pas que passionnante, toujours. Et puis c'est ça qui est passionnant. C'est impossible de savoir a priori ce qui va compter, ce qui ne va pas compter. C'est vrai. Est-ce que c'est dans un moment où rien se passe que les choses se passent? C'est très arbitraire, en fait. Oui, et puis il y a des journaux d'hommes célèbres, quand on les lit, c'est toujours aujourd'hui rien, encore malade, des hommes qui ont écrit des chefs-d'œuvre. Oui, et puis vous mettez ça au regard avec l'actualité, ou aujourd'hui rien, alors qu'il écrit telle symphonie. Tout ça est intéressant. Puis on le verra en parcourant un peu votre vie avec vous. Vous avez travaillé avec la plupart des grands... Parce que je pense que la plupart, c'est des hommes quand même, mais pas que. Hein. On verra un extrait, une bande-annonce d'un film d'Ackerman avec qui vous avez travaillé. Vous avez aussi, dans votre vie, côtoyé, en termes de metteurs en scène, en termes d'actrices, d'acteurs, d'intellectuels, d'artistes, des gens qui, d'une manière ou d'une autre, pour autant que ça veut dire quelque chose, ont compté dans l'histoire de l'art, en tout cas des arts vivants, de la fin du XXe siècle. Donc, puis quand on sait comment le théâtre se fabrique, c'est toujours des bouts d'expérience, des bouts d'aventures communes, où il y a beaucoup de vie dans le travail et de travail dans la vie. Donc, je pense que arbitrairement, tout peut être intéressant, si vous avez tout gardé. Oui, mais je n'ai pas toujours écrit au moment où il y avait justement des choses intéressantes à dire. C'est bizarre l'écriture, en fait. C'est soit ça vous traverse à des moments et pas à d'autres. Et quand on vit des choses tellement fortes, évidemment, il n'y a pas de place pour l'écriture. Parce que pendant que vous écrivez, vous ne vivez pas. Quand vous vivez, vous n'écrivez pas, et ainsi de suite. Donc, parfois, je me suis forcée à écrire. Après des journées tellement intenses, je me disais non, je prends 1 heure quand même pour noter tout ça. Parce que je me rendais bien compte que ça vaudrait le coup de l'immortaliser. Mais sinon, c'est vrai que... Il y a des périodes dans la vie où on vit tellement intensément qu'il n'y a pas de place pour l'écriture. Non. Mais à Estavayer-le-Lac, ça vous a desservi?
Oui, ça voilà, ça m'a Il est desservi. tombé dans de mauvaises mains, ce Parce que journal. j'ai dû dire des horreurs sur une bonne sœur et ça a été découvert, évidemment, parce qu'ils fouillent absolument tout. Hein. Et donc, j'ai été remerciée également. Donc, à 16 ans, je crois qu'on avait tout essayé, l'école publique, les pensionnats, il n'y avait plus rien qui marchait. Que faire d'une gamine rebelle de 16 ans qui se fait un peu assagie quand même, parce que, mais néanmoins, on ne savait pas quoi faire de moi. Donc ma mère A m'a... posteriori, vous pensez que votre maman était plutôt fière de ça? Outre être très fatiguée, Je crois que très... ma mère était surtout épuisée nerveusement par mes conneries. Frasques. Ouais. Épuisée, nerveuse. Je me souviens d'elle extrêmement épuisée, prenant des choses pour se détendre, pour se calmer. Oui, oui, je vois ma mère extrêmement épuisée. Et je lui donnais plus de mal que tous ses autres enfants réunis. Et je comprenais que j'étais un problème. Oui, voilà, j'étais un problème. Mais souvent, les acteurs sont des problèmes dans leur famille. C'est pour vrai ça. Mais oui, c'est des problèmes. Ils sont trop que ceci, ils sont trop cela. Ils posent un problème. C'est pas toujours je faisais rire mes parents, je faisais des spectacles de marionnettes le dimanche, non. C'est aussi des enfants qui sont bien nulle part, et qui ont une espèce effectivement, oui, de colère peut-être, ou qui se sentent complètement à part. Et c'est pas forcément rigolo, une enfance d'acteur, de futur acteur. Oui, j'entends ce que vous dites. Mm-hmm. J'entends ce que vous dites. Moi, je suis pas acteur naturellement. J'en ai vu travailler beaucoup. Puis ça va long. Je crois que vous rentrez un peu dans l'intimité des moteurs parce qu'il y a beaucoup de couches. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose. Moi, je dis toujours, c'est que après quelques années dans le théâtre et quelques années dans le cinéma. C'est mystérieux, les actrices et les acteurs. La seule manière d'être avec eux, c'est qu'il faut les aimer. Oui, ça c'est sûr. C'est la seule chose qu'on peut faire pour eux, si je peux dire d'une manière un peu surplombante. Dans ce pour, c'est un peu ambigu. Et puis, pour être actrice ou acteur, quelque part, j'ai l'impression qu'il ne faut pas avoir le choix. J'ai l'impression que c'est jamais un choix. Non, c'est pas forcément un choix. C'est une nécessité, c'est une place possible et puis voilà. Oui, c'est ça, il n'y en a pas d'autre. Ouais, Il n'y en a pas d'autre. Sans vouloir après faire des catégories entre les vrais, les bons, mais disons que les personnes qui sont authentiquement acteurs. Ça, oui, puis il y a aussi des acteurs qui ne sont pas des intellectuels, qui ont arrêté l'école assez tôt, j'en suis l'exemple, qui ne connaissaient pas grand-chose. Après, d'une façon autodidacte, on découvre les auteurs qui nous plaisent et on en sait peut-être même plus que ceux qui ont étudié et tout. Mais l'acteur n'est pas forcément un intellectuel. Et ce qui est parfois dommage aujourd'hui, c'est qu'on demande à des jeunes gens qui rentrent dans les écoles de faire des espèces de dissertations philosophiques sur la vie, la mort, l'amour, etc. Et je repense toujours à ces enfants comme moi qui ne sont absolument pas du tout dans la scolarité, qui ont rejeté ça, mais avec une violence épouvantable. Et du coup, ce qui se crée vient que d'une chose profonde et autodidacte. Et c'est ça qui est beau aussi. Mais parfois maintenant, bon, alors, j'ai déjà appris qu'il fallait le bac pour certaines écoles. Et je veux dire, si il avait fallu le bac à une époque pour entrer dans une école, mais évidemment, jamais je serais rentrée au conservatoire, jamais. Et donc, l'acteur, c'est plus compliqué que ça, je veux dire. C'est pas forcément les plus intellos qui sont les meilleurs. c'est sûr, je dirais même que l'humain, c'est plus Il compliqué comprend que pas, ça. il peut pas expliquer les choses. Il peut que les montrer ou les faire, mais il peut pas expliquer les choses. Et nous sommes aujourd'hui toujours, et c'est comme ça maintenant de plus en plus dans les écoles d'art, on est sommé d'expliquer ce qu'on veut faire, ce qu'on doit faire, sans laisser les choses se faire et justement qu'on n'en parle pas si c'était possible, quoi. Mais on le voit sur les plateaux de cinéma aussi. Des fois, il y a des grandes incompréhensions entre certains réalisatrices, réalisateurs, acteurs, actrices. Où justement, si vous avez affaire à un acteur et une actrice qui ne veut pas, intellectualiser un rôle, avoir la psychologie de 4 heures, mais qui est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus charnel, beaucoup plus corporel, déjà dans la manière de préparer une scène, dans la manière d'en parler, dans la manière, mais même très concrètement avant l'action, ce qu'on dit pas, ce qu'on répète et ce qu'on répète pas. C'est vrai qu'il y a dans un processus de casting,
Pour moi, le casting, ça doit servir aussi à ça. Parce qu'il y a certains réalisateurs, réalisatrices qui travaillent comme ça, et avec certains acteurs, ça ne va pas aller. Parce que ça ne leur parle Oui, pas. il n'y a pas deux langages pareils pour Ouais. deux acteurs. Ouais. Il faut s'adapter à chacun. Bon, parfois, les gens n'ont pas envie de s'adapter aux acteurs, et je les comprends, parce qu'il y a tellement de gens, il y a tellement de sortes d'acteurs différents. Mais c'est vrai qu'il y a des gens à qui il ne faut absolument rien dire, mais rien, si possible. Dès qu'on leur dit quelque chose, ça va tout abîmer, parce qu'ils vont vouloir faire ce qu'on leur demande et c'est foutu. Et puis il y a ceux qui sont en demande de nourriture permanente, et ceux-là, il faut leur apporter beaucoup de choses. Vous êtes plutôt comment? Comme actrice de théâtre? Parce que vous n'êtes pas forcément la même chose comme actrice de théâtre que comme actrice de cinéma, parce que c'est deux métiers différents, presque, de mon point de vue. Nous, on est toujours dans le paradoxe, au fond. D'un côté, on a envie qu'on nous dise des choses pour pouvoir s'y opposer. C'est ça aussi. L'acteur a besoin de s'opposer à une autorité et au pouvoir, disons, d'une mise en scène. Moi, je fonctionne bien par opposition. J'aime beaucoup dire, si on me dit blanc, j'aime beaucoup dire noir. Et si on me dit, voilà, j'ai envie de faire En le fait, contraire. Vous cachez bien votre jeu, parce que ce n'est pas l'image que vous donnez. Ah bon, je ne sais pas quelle est l'image que je donne. Dites-moi. Je dirais, quand on voit Dominique Raymond, on voit quelqu'un de très aimable, de très féminin, maternel, rassurant, et à cause de la taille et de la coiffure, d'obéissant un peu. Ah bon? De sage. Pas d'obéissant, de sage. Voilà, c'est pour ça que je dis vous cachez bien votre Non, mais en fait, quelqu'un m'avait un peu fait un portrait, Daniel Jeannetot, qui est un metteur en scène, avait fait un portrait de moi en parlant des contraires. Et c'est vrai qu'il disait qu'il connaissait peu de gens qui définissaient aussi bien les contraires. En même temps ceci et cela, cela et ceci. C'est une macronienne avant l'heure. En même pas. temps. Non, je déconne, je déconne. Très loin. Je suis même pas d'ailleurs. C'est qui? De qui vous parlez? C'est un type qui va avoir des matchs de foot. C'est pas grave. C'est pas grave. Politiquement, je m'intéresse assez peu à la politique française, ni à la politique suisse. Donc, je suis vraiment... je me demande où je me situe, quoi, des fois. Sur les plateaux. Voilà, sur les plateaux. Là où se font les choses, quoi. Oui. Parfois, d'ailleurs, être sur un plateau, ça raconte politiquement parfois plus, même dans une pièce classique, que quand on dénonce quelque chose avec des mots documentaires sur la politique, sur l'époque d'aujourd'hui. Et souvent, des fois, je déplore un tout petit peu que le théâtre devienne un peu trop documentaire, ou parfois les jeunes acteurs ne veulent plus dire certaines choses qu'ils ne penseraient pas. Alors c'est assez nouveau, parce que tout dans le théâtre n'est que catharsis, et si on ne veut plus montrer les monstres, alors ça, nulle part on les montrera. Et souvent les acteurs, ils ne comprennent pas ça, ils disent « Ah mais ça, je ne le pense pas, je ne veux pas le dire ». Alors bon, mais pourquoi tu ne veux pas le dire? C'est très intéressant ce qui se passe aujourd'hui. Oui, c'est un peu paradoxal. C'est un peu paradoxal c'est un peu le début de la réflexion sur l'acteur. C'est justement prendre des rôles. La convention avec le spectateur, normalement, la convention de base est que le spectateur est capable de faire la différence entre l'acteur et le personnage. C'est un peu la convention de base, et si l'acteur est à ce point convaincant que ça perturbe ça, c'est qu'on a été touché. Tout à fait. C'est que quelque chose est réussi. Évidemment, c'est un peu dangereux. C'est un petit peu dangereux. Mais... C'est dangereux, mais absolument nécessaire. Et il n'y a qu'au théâtre on peut le faire. Ou peut-être au cinéma aussi. Mais c'est fondamental, ça. Et quand les acteurs disent « je ne veux pas dire ça parce que je ne suis pas d'accord avec ce que... » ou alors « je ne veux pas jouer cette femme parce que c'est une femme soumise » ou je ne sais quoi, là, je ne comprends plus parce que je me dis « mais... » Alors, je disais, parce que j'ai donné des cours là, ces 2 dernières années dans les écoles, et je disais aux actrices « mais tu ne veux pas jouer... donc, par exemple, pour Claudel, Claudel est un très bon exemple parce que les gens, il y a beaucoup d'acteurs qui vont considérer que c'est plus du tout à l'ordre du jour de jouer de Claudel. Moi, je pense qu'il n'y a pas de modernité plus grande que de jouer Claudel, et il n'y a pas plus révolutionnaire que Claudel. Donc, je suis tout le temps là avec mon cheval de bataille à défendre Claudel, et j'essaie de convaincre les jeunes acteurs que c'est vraiment important de jouer Claudel, peut-être plus que n'importe quel autre auteur contemporain. Et du coup, je disais à cette fille, mais tu ne veux pas jouer Marthe parce que tu penses qu'elle est soumise, et quand bien même ce serait une femme soumise, tu ne voudrais pas être quelque chose d'autre que toi? Tu n'aurais pas envie de te distraire de toi-même, de ta personnalité, de ce que tu crois être, de cette identité tellement chère, où vous voulez tellement vous y retrouver, mais est-ce que c'est si important, au fond? Non, je disais des trucs de ce genre, mais
Bon, des fois... C'était où ça? C'était où? Ah bah je sais pas, j'ai été ces 2 dernières années de l'année de Covid, j'ai jamais autant travaillé comme donner des stages dans les écoles. Alors il y a eu le TNBA à Bordeaux, ensuite il y a eu la Comédie de Saint-Étienne, ensuite je suis partie au TNS de Strasbourg, j'ai fait le Conservatoire de Paris, et puis j'ai fini au TNB à Rennes. Et donc, au début, je ne voulais pas le faire parce qu'encore une fois, je ne suis pas une intellectuelle, je suis quelqu'un, disons, du terrain, comme on dit. Donc, je me suis vraiment battue pour ne pas le faire. Et puis, Catherine Marnas, qui est à Bordeaux, m'a dit « Mais c'est ça que je veux, moi. C'est vraiment quelqu'un comme toi qui est du terrain et je pense que tu peux apporter beaucoup. » Ah oui, parce que je pense qu'on peut vraiment transmettre sans intellectualiser. Voilà. Mais moi, je croyais pratique, toujours quoi. qu'il fallait que je connaisse absolument toutes les pièces de théâtre. J'ai fait de la Ah non, un peu comme dramaturgie. faisaient les compagnons à l'époque. quoi. J'ai été quand même très intimidée par tous les dramaturges des années 70, 80. Il y en avait quand même beaucoup dans le théâtre. Et chaque fois, je me disais, je comprends rien à ce qu'ils disent, je comprends rien à ce qu'ils disent. C'était difficile de se détacher de tout ça. Mais je ne suis pas sûre qu'ils comprenaient toujours eux-mêmes. Non, mais bon, Il y a de tout, hein, quand ça, même. j'ai toujours admiré aussi les têtes pensantes, mais enfin, j'étais tellement pas comme ça. J'étais partagée, quoi. Bon, ça me ramenait toujours à l'école aussi. C'était ça le problème. En tout cas, toujours est-il que quand on est du terrain et que du terrain, ça marche aussi. Et ma bonne foi, ma sincérité à embarquer les élèves. Oui, par rapport à ce que vous disiez sur les prérequis, hein, où aujourd'hui, pour entrer dans une école de théâtre, il faut un bac, il faut ceci, il faut cela. C'est vrai que le cinéma a gardé un peu cette liberté par tradition, où là, il ne faut rien pour essayer. Il y a plein d'exemples de carrières où, en fait, voilà, il n'y a pas besoin de préacquis. Il faut être photogénique et puis il faut avoir ce quelque chose qui fait que. Nous, on a commencé, par exemple, on a donné son premier rôle à Keisimo Teclin, le jeune acteur suisse, qui était encore un enfant. D'ailleurs, ça pose d'autres responsabilités comme producteur d'embarquer des enfants dans le monde du cinéma, qui est aussi très déstructurant. C'est un milieu un peu... comment dire, toxique, le cinéma. Mais en même temps, si on prend un peu de recul, celles et ceux qui font souche, c'est qu'ils pouvaient le faire. Et il y a là aussi des biographies ou des rapports au monde qui font que tout à coup, un enfant va faire souche dans ce milieu et continuer. Et la toxicité du milieu n'est pas forcément responsable de tout. Les dérives que ça peut provoquer. Mais enfin, comme producteur, quand vous engagez quelqu'un, un enfant, c'est toujours un peu difficile. Mais... Donc, à 16 ans, pour cause de carnet intime, vous êtes renvoyé de ce beau pensionnat d'Estavayer-le-Lac, la Cité des Roses. Voilà. Non, Sacré-Cœur. Oui, mais la Cité des Roses, c'est l'emblème, comment on dit, le blason. Estavayer-le-Lac. Il y a une autoroute qui passe maintenant, ça a beaucoup changé. Oui, du Sacré-Cœur. Et puis, vous allez partir avec cette bourse pour Paris à quel âge? Alors après, il y a eu l'épisode italien où j'étais jeune fille au père quand même. Ah ça, on l'avait sauté celui-là. Oui, non, enfin, Là, on n'était pas encore arrivé là. Là, vous avez tenu? Non, j'ai pas tenu. Je suis restée 1 an en Italie Ah, et quand même. puis à faire le ménage à Milan. Et là, je pense que ça me convenait pas non plus. Rien ne me convenait au fond, hein, rien ne me convenait. Et donc, quand j'étais donc en Italie, dans cette famille, je savais même pas qu'il y avait le Piccolo Teatro di Milano à côté de chez moi. Je ne savais pas. On me l'avait pas dit. Et du coup, je faisais le ménage, alors que j'avais le Piccolo à côté. Mais si j'avais su qu'il y avait le Piccolo... Oui, Strahler, oui. Si j'avais su qu'il y avait le Piccolo à côté, je pense que je serais allée faire un tour, mais je ne le savais pas. C'est idiot, j'étais vraiment à côté. Bref, je suis restée 1 an, et puis finalement, anorexique, je suis rentrée à la maison. Ah, vous avez vraiment oui, dit stop comme ça? Oui, parce que c'était un peu trop tôt pour être éloignée des siens. J'avais quand même que 16 ans. Je ne me voyais pas tout à coup faire la bonne dans une famille. C'était un peu tôt. Et puis, je n'aimais pas tellement les enfants. Je devais m'occuper d'enfants. Je ne les aimais pas. Il y en avait combien? Il y en avait 2, mais ce n'était pas mon truc. Donc, bref, je suis rentrée. Et là, il fallait encore... qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Je l'ai entendu souvent. Vous le viviez comme ça aussi? Vous viviez comme un problème ou comme une incomprise ou... Parce que ça fait une charge quand même, tout ça. Toutes ces années de... Oui, en même temps, je devais imaginer que tout ça viendrait plus tard. Peut-être qu'on a la conviction, parfois, quand rien ne se passe, pas que les parents soient toujours trop vite découragés, parce que quand rien ne se passe pour un enfant pendant longtemps, enfin jusqu'à 18 ans, donc ça va,
c'est pas grave peut-être. C'est peut-être pour mieux se préparer à quelque chose qui va venir, qui va être certainement, bien. certainement. Et souvent, moi-même, je l'ai probablement. vu avec mes enfants, on est inquiet dès que ça colle pas à l'école, mais il faut qu'on se souvienne comment on était quand même. Bon, il y a plus de monde partout, mais c'est pas une raison. En tout cas, quand je suis rentrée, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Donc ma mère ne savait plus quoi faire de moi. J'aimais dessiner, hein, ça je crois que je l'ai déjà dit. J'aimais dessiner, j'aimais peindre. J'ai toujours copié des tableaux de Monet, Manet depuis ma plus tendre enfance avec de la peinture à l'huile sur des petits cartons entoilés. Donc ça, c'était ma vraie passion. C'est le côté paisible et introverti que Oui. permet la peinture ou le rapport à cette chose Oui, devant soi. c'est l'autre face de la personnalité. On a toujours deux côtés, hein. Il y a le côté dans la vie, sociable, avec d'autres gens, l'échange, le contact humain. Puis il y a ce côté solitaire où tout à coup on s'abîme dans des pensées. Mon côté japonais, je dirais. Mon côté japonais. Donc j'ai toujours aimé faire ça. Et quand ma mère m'a demandé ce que je voulais faire, j'ai dit j'aimerais bien dessiner. Donc, alors, art déco, du coup, art déco. Donc je présente le concours pour les arts déco, je l'ai, et je rentre aux arts déco, en section peinture. À Genève. À Genève. Ouais. Mais c'était pas trop à la mode de faire ce que je faisais, à savoir du figuratif. On était en plein dans l'abstraction. Tout le monde y allait. On est resté Tout le longtemps. monde balançait ses pots de peinture contre les murs, contre les toiles, collait des trucs, faisait des performances, se gravait un truc dans le dos au rasoir, nos futurs. Et moi, j'étais là à faire mes portraits de mes camarades, quelques pommes, même pas bleues, même pas jaunes, enfin la couleur de la pomme. Et j'étais donc dans le figuratif le plus strict. Donc j'intéressais absolument personne, mais personne. Et du coup, je me suis un peu isolée comme ça dans ces arts déco, dans cette section peinture qui n'intéressait personne non plus, parce que les graphistes, oui, les bijoutiers, oui, les architectes d'intérieur, oui, les céramistes, oui, mais la peinture, personne. On était trois. Et ça a duré très longtemps. Hein. Il y a 2 semaines, j'écoutais Réplique sur Culture avec Finkielkraut, et justement, il parlait d'un peintre figuratif, Bazin, je crois, ou je ne sais plus. Sam Safran. Safran, exactement. Safran, je l'ai écouté aussi. Ouais. Et du coup, je suis allée voir sur... Il est incroyable, Finkiel. Magnifique. J'adore, parce qu'il est... Finkielkraut ou Safran? Non, Finkielkraut. Safran, je connais moins, mais Finkiel, il me fait hurler de rire, parce que pour tout, actuellement, depuis 2 ans, pour tout, il prend une posture un peu réac, mais tous les prétextes sont bons, y compris les bons prétextes. Oui, mais il ne fait pas exprès, je crois qu'il est vraiment comme ça. Non, je pense qu'il est... Ce qui est génial, c'est qu'il ne soit pas là. viré et qu'il soit toujours à France Culture, c'est merveilleux. Oui, il est à la fois puissant et puis... Non, mais qu'on ait besoin quand même d'une voix qui dit autre chose que tout ce qu'on entend toute la journée, c'est quand même c'est très bien. Chapeau c'est France très bien. Culture. Et puis Là, on peut dire esprit d'ouverture. Vous devriez proposer le slogan. Mais, non, mais ils le disent toutes les heures. Oui, je sais. Ah bah oui. Je sais, Dominique. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote personnelle. Mon fils, à l'âge de 5 ans, comme j'écoute que ça à la maison, une fois où je me suis énervé, en lui reprochant je ne sais pas quoi, il m'a regardé et il m'a dit « France Culture, l'esprit d'ouverture ». Alors que j'étais en train de le gronder parce qu'il avait fait une bêtise. Donc il avait parfaitement capté, mais il avait 5 ans, le sens du slogan, en me disant, plutôt que de faire des slogans, tu ferais mieux de les appliquer. Ce qui m'a beaucoup fait rire, quelque part. Oui, donc vous faisiez du figuratif, vous faisiez des pommes de couleur pomme. Pomme couleur pomme, portrait de mes camarades. Et c'est quelque chose que j'ai interrompu donc, quand je suis partie avec ma bourse à Paris. Je l'ai interrompu. Et là, vous n'étiez pas viré. Non, je n'ai pas été virée, non. Bah ouais, non, j'avais ma place là aux Arts Déco. Même, on m'avait réservé ma place pour les Beaux-Arts. Il s'appelait Rapeau, je me souviens, le directeur. Quand je suis partie à Paris, croyais-je pour un an, j'avais demandé qu'il me réserve ma place pour les Beaux-Arts, parce que quand on faisait 3 ans de peinture aux Arts Déco, on passait directement en 3e année de peinture aux Beaux-Arts. D'accord, ok. Donc j'avais ma place réservée, donc tout était bien organisé. Je partais à Paris avec ma bourse, je restais 1 an, et puis je revenais faire les Beaux-Arts. C'était un concours, cette bourse, ou c'était... un concours, oui, un concours. Qu'est-ce que vous avez présenté au concours, vous vous rappelez? Un poème de Baudelaire que j'aimais beaucoup. Je ne connaissais pas tout de Baudelaire, bien sûr, mais ce poème, qu'est-ce que je l'ai aimé. Ça s'appelle « Enivrez-vous ». Je ne le connais plus, bien sûr, mais c'est un poème de Baudelaire extraordinaire. « Enivrez-vous de ceci, de cela, de n'importe quoi, mais enivrez-vous ». Et donc, j'avais présenté ça à Genève.
et puis une pièce de Courteline qui s'appelait Gros Chagrin. Et comme on était 5 à se présenter, c'était pas difficile de l'avoir. Ah bah, une chance sur 5. Un garçon et une fille, donc vraiment. Ah, d'accord. Oui, c'était vraiment très facile. C'était qui le garçon qui a été choisi? Le garçon, c'était Pierre Bandret. Ah, Pierre. Vous Ok. le connaissez? Oui, oui. Moi, j'ai travaillé pas mal, assez longtemps dans le théâtre et Pierre, je l'ai connu à travers Nicolas Rossier, l'acteur, metteur en scène. Je ne sais plus sur quelle pièce. C'était peut-être une pièce avec Cireuil ou quelque chose comme ça où il y avait Pierre. Parce que Pierre, quand on le rencontre une fois, on s'en rappelle parce qu'il a un physique, a une voix très particulière. Magnifique, oui, oui, très il vient de particulière, Neuchâtel. Et c'est d'un milieu paysan. J'étais allée chez lui dans sa ferme à Neuchâtel. C'était impressionnant. Hein. Waouh. Non, Pierre, c'était... Voilà, ça nous a liés de partir ensemble à Paris. Les deux Nigauds, là. Je dis les deux Nigauds en pensant à la comtesse de Ségur, parce que j'avais lu que ça quand j'étais petite. Donc, on est arrivé là-bas. Il a eu le conservatoire et pas moi. Mais, comme j'étais étrangère, j'ai pu rester 1 an au conservatoire comme auditrice libre. Ce qui a été une de mes meilleures années de ma vie, parce que je ne faisais pas de théâtre, je faisais du cheval, je faisais de l'escrime, je faisais de la danse, je faisais du chant, je faisais tout sauf du théâtre. Et je n'étais pas obligée d'en faire. Et comme tout le monde croyait que j'étais étrangère, personne ne m'adressait la parole. J'étais tellement timide que de toute façon je préférais qu'on ne me parle pas. Et donc ça a été une année qui m'a beaucoup marquée et que j'ai adorée, parce que j'ai tout découvert à la fois. Tout. Donc, quand vous arrivez à Paris avec cette bourse, Oui. c'est pour préparer le conservatoire, la bourse, ou bien c'est pour essayer le conservatoire? C'est pour le faire. C'est pour le faire. C'est pour le faire. Et si on le rate, on a le droit de rester 1 an comme D'accord. auditeur libre, et puis après on revient. C'est terminé la bourse. Ok. Mais je suis rentrée la 2e année, donc j'ai passé 4 ans en tout. Ah d'accord, parce que vous l'avez fini pas, vous avez fait le concours quand même, Oui, et vous êtes passé. oui. La Donc deuxième c'était fini fois. de faire du cheval tranquillement. Là, j'ai continué un peu, Il a mais fallu là, commencer il a à faire fallu du faire du théâtre. Ouais. Et donc, j'ai commencé avec Pierre Debauche, qui était un homme qui a créé Nanterre. C'est lui qui a créé Nanterre, c'est lui qui a créé le théâtre de Bretagne. Il a créé tous les grands lieux mythiques du théâtre en France, hors de Paris. Hein. C'est un pionnier, un Belge, qui s'appelait Pierre Debauche, qui était un type extraordinaire, qui m'a appris beaucoup de choses. Vous étiez combien dans une promotion au conservatoire à l'époque? Une vingtaine ou un peu Oui, moins? voilà, par là. C'est ça. Ouais. Mais quand j'ai vu à côté qu'il y avait Antoine Vitesse qui donnait des cours, ben, j'y suis allée et puis j'ai lâché Pierre. Et je suis restée chez Vitesse. Alors là, c'était le choc. C'était quasiment le choc. Parce que tout ce que j'avais envie d'entendre, je l'entendais. Tout ce qui m'ouvrait des portes, mais les unes derrière les autres, c'était lui. Parce que le conservatoire, vous l'avez terminé quand même? Oui, oui, j'ai fait Après, 4 ans. vous avez tout. commencé à travailler Avec Vitesse. avec vitesse tout de suite. Il m'a emmené à Chaillot, parce qu'il était nommé directeur à Chaillot, pas après Jean Villard, mais je ne sais plus qui y avait après Villard. Ah, je ne sais pas. Alors, Enfin bon, en tout cas, il était nommé en 80 directeur du Théâtre National de Chaillot, et il a emmené sa troupe. Sa famille. Il a emmené sa famille là-bas, et j'ai passé 6 ans à Chaillot. Je pense que ça fait sens famille aussi, si on raconte ça à ce que vous disiez, que dans votre expérience et votre vécu, l'actrice, l'acteur est quelqu'un qui n'a pas eu une vie familiale facile. Je pense dans cette... au-delà de la notion de troupe, un peu romantique comme ça, la notion de famille, des fois, rend mieux compte de ce qu'est la vie théâtrale, avec aussi les lésions des familles, avec aussi la famille aussi comme source de névrose, pas seulement comme source d'apaisement, quoi. Et les familles théâtrales, ce sont des familles. C'est plus compliqué avec tout ce qui peut se passer dans une famille. Mais ces 4 ans, vous les viviez comment comme étudiante au conservatoire? Ah bah c'était les 4 plus belles années de ma vie. Parce que je découvrais tous les auteurs, je découvrais les amis, je découvrais la ville, je découvrais l'amour, enfin je découvrais tout. J'avais 20 ans, je suis sortie à 24. Non, je suis rentrée à 19. C'était assez tôt. À 19 et je suis sortie à 23. Et tous ces faits-là, et c'était Bon, souvent, il y a des gens qui sont contre les écoles, etc. Mais moi, quelle chance j'ai eu de faire ce conservatoire, quoi. Quelle chance j'ai eu de me faire des amis que j'ai toujours. Quelle chance j'ai eu d'avoir eu Vitesse. Quelle chance j'ai eu de faire de l'escrime, du cheval, de la danse, enfin, tout ça. Une chance inouïe. C'est extraordinaire, et surtout de connaître tous ces auteurs.
Et ce qui est marrant, la petite anecdote au passage, c'est que Vitesse, qui était quand même un grand intellectuel, secrétaire d'Aragon quand même, communiste, etc., enfin un homme brillantissime qui avait déjà écrit des livres et qui en a écrit d'autres par la suite, je l'entends dire un jour, il y a 2 auteurs qu'il faut absolument travailler, c'est la comtesse de Ségur et Sacha Guitry. Et c'est les 2 seuls que je connaissais en arrivant de Genève. J'avais lu que la comtesse de Ségur, puis j'avais vu les Galas Carcenti à la Comédie, donc il y avait évidemment Sacha Guitry. Aussi la maison. Roussin, hein. Il y a aussi Alba, quoi. Il y a aussi. Il y avait la maison de Bernarda, mais disons que ces auteurs-là, je les connaissais bien. Et quand j'ai entendu ça, alors qu'il existe tellement d'auteurs absolument passionnants, les 2 que je connaissais si bien, je me suis dit, c'est génial, alors ça veut dire qu'on a le droit. Et je ne comprenais pas, parce que c'était tellement pas des auteurs à la mode, traités de réactionnaires, tous les 2. Enfin, la comtesse de Ségur, enfin, c'était complètement absurde. Et il disait, non, non, c'est une bonne auteure, il faut absolument la travailler. Et du coup, genre, on a le droit, alors ça veut dire qu'on a le droit. Ouais, bien sûr. Alors du coup, on a travaillé les petites filles modèles, il nous a emmenés à Chaillot le faire, et il nous a donné une enveloppe, il nous avait fait les petites filles modèles. On sait qui? Avec des copines de l'époque, et on a fait les petites filles modèles, ça a été un tabac, j'allais dire planétaire. Mais c'était une commise en scène ou Oui, une commise en scène. Ah, c'était comme les jeunes aujourd'hui, une sorte de collectif, Oui, quoi. collectif. C'est le seul collectif de ma vie, mais ça valait le coup, quoi. Ça C'est valait fatigant, vraiment je la pense. peine. C'est fatigant, les collectifs. Ben, on y passe plus de temps. Ouais. Et puis, il faut ménager beaucoup les susceptibilités, mais ça valait le coup parce que ça nous tenait à cœur, à toutes. Mais vous étiez un peu leader avec votre caractère, parce que, Moi, leader? Ouais, je sais pas, j'essaie de Non, figurer non. comment Vitesse mise sur des jeunes qui sortent du conservatoire. Chaillot, c'est quand même quelque chose, c'est déjà... Non, mais ce qui était génial dans Antoine Vitesse, c'est que nous, enfin moi je me sentais personne. De mon manque de culture, de mes problèmes de toutes sortes, je ne me sentais pas grand-chose, hein, je veux dire. En même temps, c'est curieux, à 20 ans, on a une espèce de... on regarde les gens pratiquement de haut, parce que nous, on réfléchit, par exemple, les gens de cinéma qui venaient nous voir, oui, le cinéma, ça. On regarde ça un peu de haut, puis en même temps, on est personne, quoi. C'est vraiment le contraste absolu entre la sûreté de soi-même et rien, quoi, rien. Et donc, non, j'étais pas leader, pas du tout leader, j'étais juste, je sais pas, enfin, ça bouillonnait là-dedans, Ouais. ça bouillonnait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais j'ai jamais été leader, mais j'ai eu de la chance, mais je peux pas dire ça autrement, j'ai eu une chance folle. Tous ces débuts de vie un petit peu difficiles, comme ça, où on cherche sa place, et puis tout à coup, tout se pose comme ça, tout se pose. On est aimé. Parce qu'en fait, le vrai mot, le fin mot de l'affaire, c'est d'être aimé. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Quand on est aimé, on en a des ailes, on peut faire des choses extraordinaires. Et Vitesse, sans vouloir me vanter, m'aimait. Il m'aimait beaucoup. Il venait même voir mes dessins. Il s'intéressait à ce que... Le dessin, c'est quelque chose que vous n'avez jamais lâché, en fait. Jamais lâché. De toutes ces années. Jamais encore lâché, non, maintenant, jamais. ça a pris presque la place principale dans votre vie. Principal. C'est-à-dire que c'est plus que thérapeutique. C'est-à-dire que même après une journée un peu difficile, crac, je me jette sur mon... Bon, il y a eu des périodes où j'ai rien fait, bien sûr, mais... Il ne faut jamais forcer d'ailleurs, c'est tellement une joie, on ne va pas forcer la joie quand même, mais j'ai jamais lâché, non, pour moi ça a toujours été la chose la plus importante. Si on est bien calviniste, on peut forcer la joie. On peut, c'est spécial, mais c'est une posture comme une autre, quoi. Du conservatoire, les plus beaux souvenirs, les choses les plus intenses, c'était... Ben, c'est tous ces auteurs qu'on a travaillés. C'était l'époque punk, hein, ça commençait, hein, les années 80. Bien sûr. On faisait des choses d'une subversion absolument invraisemblable. Tout est devenu un peu ringard après notre période des années 80. Il y avait du fumigène partout, il y avait de l'hémoglobine qui giclait de tous les côtés. C'était complètement dingue ce qu'on faisait. On faisait des spectacles sur Mesrine, l'ennemi public numéro 1, qui était en cavale. Pendant qu'il était en Pendant cavale. qu'il était en cavale. Et on avait reproduit une interview de Mesrine. Moi, je faisais la journaliste dans sa cache. Et puis, il me recevait avec un masque de clown. À la fin, il y avait des coups de feu. Il était repris, fumigène. Mais c'était fou quand même ce qu'on faisait. C'était merveilleux, ce laboratoire d'expériences extrêmes. C'était magnifique. C'était vraiment les plus belles années. Après, on est tout seul hein, quand on est acteur. Beaucoup, ouais. On est tout seul, mais c'est pas grave, parce qu'on garde nos amis du conservatoire, et puis parfois on fait des choses magnifiques. J'ai eu la chance de continuer avec Antoine, donc j'ai fait après une pièce qui s'appelait Falche de René Kaliski, qui était magnifique. Ensuite j'ai fait La Mouette avec lui, ensuite j'ai fait L'Échange de Claudel avec lui, Retrouvailles avec Claudel. J'ai fait des choses magnifiques avec cet homme, et je le pleure tous les jours.
Oui, j'imagine. On est beaucoup à être orphelin parce que il avait une notion de la joie au théâtre qui n'existe nulle part ailleurs. Très peu de metteurs en scène ont cultivé la joie. Parce que théâtre, ça voulait dire souffrance aussi pour beaucoup. Je ne donne pas de nom, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de metteurs en scène qui cultivent la douleur, la souffrance. Vitesse ne cultivait que la joie. Que la joie. Ouais, vous avez travaillé avec La Salle aussi, c'est pas la même Souffrance, chose, hein. souffrance. Ouais, ouais, ouais. Non, mais génie Oui, non, mais intellectuel, mais mais difficile, souffrance. Jacques Lassalle, Très quand même. difficile. Aussi pour lui-même. Très. D'ailleurs, pas que pour les autres. Ouais. Mais c'est vrai que quand vous regardez, moi j'ai jamais été vraiment sur les plateaux, j'ai toujours été au bord des plateaux, que ce soit en théâtre ou en cinéma dans la production. Et c'est vrai que c'est assez perturbant de voir où sont les moteurs de celles et ceux qui pilotent une aventure. Et quand le moteur il est dans la souffrance ou dans le conflit, c'est assez perturbant. C'est vrai que le théâtre est tellement difficile. Pour moi, c'est une des choses les plus difficiles parce que tout est possible. C'est comme la peinture, tout est possible. Donc à partir de là, c'est ce qu'il y a de plus difficile parce que une chose peut en valoir une autre. On n'est jamais très loin du mauvais goût parfois. Quand il y a le rien, le tout, la profusion des choses ou plus rien, tout est possible. Absolument tout est possible. Donc ça rend fou, quoi. Ça rend fou. Je dirais pas que le cinéma est plus facile, mais enfin, il n'y a pas 40 000 endroits pour mettre une caméra. Non, le cinéma, c'est plutôt, je pense, l'apprentissage de la gestion de la contrainte. Mais en Ouais. effet, pas grand-chose est possible en cinéma. Voilà. C'est l'inverse. Ouais, c'est ça, c'est Il faut l'inverse. trouver cette pas grand-chose. Ouais, c'est ouais, ça, ouais. c'est ça le talent. C'est trouver comment ce pas grand-chose peut être générateur de poésie ou peut être générateur d'émotion. Mais il y a peu de choses sont possibles. Tandis qu'au théâtre, par convention, en effet, tout est possible. Puis la souffrance, elle vient aussi peut-être de ces metteurs en scène qui sont peut-être pas assez artistes et se raccrochent ou se rattrapent dans la dramaturgie, dans tout ce qui a été écrit et vécu et fait dans le théâtre, avec toute l'histoire du théâtre qui a trimballé tellement de choses. Donc c'est cette espèce de trop savoir et qui crée aussi l'impossibilité de se laisser aller à quelque chose d'un petit peu plus spontané. Et Vitesse, qui était un grand intellectuel, il avait cette capacité extraordinaire de mettre sa culture sur le paillasson, c'est-à-dire qu'on ne s'en occupait pas. Je veux dire, il ne nous a jamais bassiné avec son savoir, jamais, jamais, jamais. C'était un marrant, c'était un marrant. Et il disait toujours qu'il fallait faire les choses pour rire aussi. Et donc la notion de jouer, je pense que c'est un des seuls. Il y a eu Luc Bondy aussi après, qui aimait bien la notion, qui nous faisait bien vivre cette façon de jouer et considérer que c'est pas si grave, quoi. C'est pas si grave. De prendre le terme jouer au premier sens du Oui, terme, au sens c'est déjà tellement difficile, disons, de se présenter comme ça chaque jour devant un public. C'est pas la peine de rajouter encore de la difficulté. Donc, il y a des metteurs en scène qui cultivent la joie et d'autres qui cultivent la souffrance. Et donc, ceux qui ont cultivé la joie, c'était Vitesse et puis Luc Bondy. Et puis, sinon, j'ai rencontré cet homme extraordinaire qui est à part de tout, qui est au-dessus et à part de tout, c'était Gruber. Où lui, la joie et souffrance étaient mêlées, mais surtout grande pensée, quoi. Grande pensée et personnalité hors du commun. Donc ça, c'est quelque chose d'à part, d'avoir rencontré Gruber. Vous l'avez rencontré comment? J'ai eu beaucoup de chance aussi, décidément, j'ai eu beaucoup de chance. Je l'ai rencontré parce que mon compagnon, André Marcon, qui est mon mari et le père de mes enfants, était pressenti pour jouer Danton dans La mort de Danton, qui était une commande qu'on avait fait à Gruber pour le bicentenaire de la Révolution française. Et donc, il voulait monter La mort de Danton de Büchner. Et il a demandé à André Marcon de jouer Büchner. Non, Danton. Et après, il lui a dit qui tu vois pour ta femme? Bah, il a dit la mienne. Et du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré Gruber, quoi. Et après, j'ai découvert. Alors, j'ai écrit un livre là-dessus où je raconte donc les répétitions, parce que je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, il fallait vraiment là témoigner de ce que je vivais. Ça a été immédiat Tout de suite, je me suis dit, il faut la conscience de l'importance de la rencontre. Oui. Ah bah déjà, j'avais quand même un peu senti, vu, entendu des choses. Ouais. Je me suis dit, là, il faut que j'écrive. Et comme j'avais un rôle secondaire, où j'étais pas tout le temps sur le plateau, ça me permettait d'écrire. Et j'ai écrit ce journal de répétition qui a été édité, je ne sais plus par quel hasard incroyable. Et donc, peut-être parce qu'il est de qualité. Oui, mais enfin, il y a beaucoup de choses de qualité qui ne sont jamais éditées. Je ne sais pas, peut-être. Oui, sûrement. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas de qualité qui sont éditées, ça c'est sûr. Et il se trouve que je connaissais
enfin, on connaissait Michel Archimbaud, qui est un éditeur qui est dans le théâtre, en même temps dans le théâtre, en même temps éditeur. Et donc c'est grâce à ce Michel Archimbaud que j'ai pu être édité de ce livre de répétition, qui vit sa vie. Les gens, des fois, veulent le voir. L'autre jour, justement, il y avait une dame, quand on a présenté La Neige à Noël, qui l'avait, qui voulait que je le signe. Donc je lui demande, mais comment vous l'avez trouvé? Parce qu'il ne fabrique plus ce livre. Ah, c'était pas facile, etc. Donc voilà, c'est un livre qui existe et qui peut être éventuellement réédité, on ne sait jamais. Mais je suis assez fière qu'il ait été édité. Oui, assez fière. Il était monté où, là, L'amour de Danton? C'était à Nanterre, en 89. Ouais. D'accord. Ouais. Ouais. À Nanterre. Et donc là, vous avez joué la femme de votre mari. Ouais. C'est... Ouais, à la vie comme à la scène, mais on l'a fait souvent. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. D'ailleurs, on a joué Tartuffe et Elmire, on a joué un Claudel où je faisais dans la ville de Claudel où il faisait Queuvre et moi je faisais là. On a joué beaucoup d'amour. Un Marivaux avec La Salle justement où il jouait le comte et moi la comtesse ou la marquise, je ne sais plus, il y a un certain temps. Et donc on a joué très très souvent ensemble et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et donc le Danton, il a été suivi d'autres pièces avec Gruber? Oui, avec Gruber. Non, hélas, non, hélas. J'aurais bien aimé, mais simplement, c'était un homme qui travaillait beaucoup à Berlin avec des acteurs allemands. Et puis à un moment donné, il est tombé malade et je l'ai revu par hasard une fois à Vienne. Et j'ai cru que c'était une apparition parce que je répétais autre chose. Et puis je l'ai vu dans l'encadrement de la porte et j'ai dit à ma collègue... Avec la drogue. Ouais, j'ai dit à ma collègue, j'ai une vision, j'ai l'impression de voir Gruber, ça veut dire l'importance qu'il avait pour nous. Ouais. Elle me dit, c'est pas une vision parce que je le vois aussi. Et donc, on s'est serrés dans les bras, c'était une séquence d'émotions extraordinaire, parce que lui, il aimait vraiment les acteurs aussi, mais il les aimait, même ceux qu'il ne connaissait absolument pas, cet amour qu'il était capable de transmettre, c'était inouï, quoi, inouï. Et là, je me dis, mais Klaus, quand est-ce qu'on va refaire quelque chose avec toi? Il m'a dit, je suis en panne. Et quand il avait dit ça, il avait tout dit. Il ne pouvait plus monter quoi que ce soit. Il a encore monté un opéra de Janacek avec Angela Winkler. Et puis c'était le dernier. Après, il est mort d'un cancer de la langue. De la langue. Et donc, c'est un homme qui a vraiment compté, quoi. Compté. Par bonheur, on le voit un peu dans des films. Il y avait un colloque à Berlin sur lui, où on voit toutes ses archives, on le voit travailler avec les acteurs, mais quelle mine d'or pour tous les metteurs en scène, tous les acteurs, il faut tous qui voient ça. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial, si vous deviez l'expliquer à quelqu'un? Je sais pas, on aurait fait n'importe quoi pour lui, c'était comme Dieu, enfin je sais pas comment expliquer ça. C'est des gens... On a la conscience qu'on traverse comme ça, on croise le chemin de certaines personnes qui sont en dehors de toute normalité. Alors c'était un homme qui avait maille à partir avec l'alcool, beaucoup, mais l'alcool, dans ce domaine, c'est intéressant d'en parler parce que c'est le pire ennemi et le meilleur ami de la création. Mais le pire ennemi, il faudrait le dire d'abord, mais aussi le meilleur ami, c'est-à-dire que ça lui rendait... Après aussi, c'était sa nature, c'était un fils de pasteur, je crois. Un homme d'une intelligence qui avait été pendant 20 ans assistant de Strehler. Et donc, il avait appris son métier avec le plus grand des grands aussi, c'était Strehler. Quoi, il aurait pu le croiser à Milan. Oui, on aurait pu le croiser à Milan, exactement. Donc après, il avait fait ses propres mises en scène à la Schaubühne avec les acteurs allemands. Et nous, on a toujours admiré les acteurs allemands, on a toujours admiré les Allemands. C'était toujours beaucoup plus que ce que les Français pouvaient faire. Le théâtre allemand a toujours eu une importance folle depuis toujours. C'est vrai, déjà à cause des dramaturges. Ça se perçoit peu à travers la critique. Quand on n'est pas dans le théâtre français, c'est pas quelque chose qui est évident. Parce que les mondes semblent très séparés. Entre quoi et quoi? Entre le monde germanique et le monde francophone, au-delà des dramaturges ou des auteurs. Mais les acteurs eux-mêmes, l'acteur, c'est pas évident en regardant de l'extérieur qu'il y a ce rapport... d'admiration? Oui, d'admiration. Incroyable. Mais eux ne nous admirent pas du tout, par contre. J'ai pu m'en rendre compte. Vous avez travaillé beaucoup en Allemagne? Non, jamais. Jamais, d'ailleurs, je ne parle pas allemand, bien que j'en ai fait 8 ans à l'école. Non, c'était une reprise d'une tournée avec Luc Bondy à Vienne, parce qu'il était directeur du festival de Vienne. C'était une pièce de Yasmina Reza qu'on jouait là-bas.
Mais c'est vrai qu'on a toujours admiré les acteurs allemands. Et ce Gruber, qui était moitié italien, moitié allemand, quoi. Il avait vraiment ces deux nationalités en lui. Il parlait pas très bien français. Et il avait un charme fou. Il était d'une beauté inouïe. Et je sais pas, c'était quelqu'un de complètement à part qui se consumait pour sa passion. C'est vraiment une consommation totale de cet amour qu'il avait pour le théâtre, uniquement pour le théâtre, et pour les acteurs qui le faisaient, et son amour des femmes aussi. Après, il y a eu plus de metteurs en scène qui avaient attiré par les hommes. Il a fallu faire avec aussi. Non, mais bon, ça vous pouvez le couper. Non, mais je veux dire. On monte tout. On monte pas. Non, mais c'est un respect et un amour des femmes inouï, quoi. Sans jamais outrepasser quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on l'aimait tellement. C'est parce qu'il se comportait d'une manière magnifiquement noble avec les femmes et il les aimait vraiment, vraiment. Il disait toujours « je veux voir la femme, je veux voir la femme ». Il disait toujours. Et en se moquant des hommes, en disant « écoute pas les deux cons ». Il avait la possibilité de... Il faisait ça, par exemple. Dans La mort de Danton, il y avait une figurante qui s'appelait Martha et elle n'avait rien à dire. Elle était, je crois, tchèque, elle ne parlait pas français. Et son rôle de figurante, c'était de filer la laine, d'enrouler la laine dans des pelotes. Et puis Danton et Robespierre devaient tenir deux écheveaux couleur bleu, blanc, rouge. Et elle faisait comme ça. C'était son travail. Eh bien, une après-midi entière, il n'a parlé qu'à elle. Martha, Martha, plus près les mains, mets ta joue plus vers la lumière, Martha, Martha, écoute pas les deux cons, etc. Qui avaient des monologues comme ça. Des tunnels. Des tunnels de texte. Il s'en occupait pas. Il s'occupait que de Martha. Magnifique, magnifique. Il a toujours mis en valeur, c'est là où c'est un génie absolu et vraiment cette impression d'avoir connu un génie, ça vous, pour toute la vie, c'est bon, quoi. C'est bon. Ouais, c'est pas grave, après, si on rencontre plus personne d'autre. Mais ce type avait ce génie avait le génie pour mettre en valeur ce qui apparemment n'en a pas et mettre dans l'ombre ce que tout le monde veut voir. C'est-à-dire que La mort de Danton, qui était une pièce sur la Révolution française, il s'en foutait. Tout ce qui était historique, il s'en foutait, il mettait tout au fond. Ce qu'il voulait voir, c'est l'amour dans la Révolution française. Donc, les histoires d'amour étaient devant, et tout ce qui était discours de guerre, tout ça, les tribuns, tout ça, au fond, presque dans l'obscurité. Et donc, quand on fait une mise en scène, on peut montrer ce qu'on veut. On peut montrer ce qu'on veut. On peut mettre de la valeur à ce qu'on veut. C'est ça qui est extraordinaire. Peut-être au cinéma aussi, ça dépend des gros plans et des choses comme ça. Ouais, mais il faut quand même suivre quelque chose. Puis, c'est plus artificiel. Ouais. Il y a plus de contraintes, mais en effet, c'est quand même un peu au cinéma aussi ce qui fait la différence entre les gens qui ont un peu de talent et ceux qui n'en ont pas. Il faut un point de vue. Il faut choisir ce qu'on montre. Il faut choisir ce qu'on montre. Et la plupart, malheureusement, souvent, les gens ne savent pas choisir. Voilà, les gens montrent ce qu'ils croient qui est important, mais c'est justement ce qui ne l'est pas. Et souvent, par exemple, c'est le texte. Quand quelqu'un a beaucoup à dire, bon, bah, on va le filmer. Mais parfois, c'est justement l'autre. C'est l'autre, c'est celui qui écoute. Non, mais il y a deux choses qui résonnent assez fort dans ce que vous dites. C'est ce que vous dites quand vous parliez de vitesse en disant c'est un de ces rares, je reprends avec mes mots, un de ces rares individus qui a à la fois un grand bagage intellectuel, une grande connaissance, mais qui est capable, pour prendre vos mots pour le coup, qui est capable de le laisser sur le paillasson et faire autre chose. C'est difficile d'avoir cette qualité. Oui, c'est une grande qualité. Parce que c'est une grande force, parce qu'en même temps, vous pouvez nourrir votre naïveté, vous réinventez pas l'eau qui mouille, mais vous arrivez à l'oublier, votre savoir, pour de nouveau avoir la capacité d'inventer. C'est ce qu'il faisait, ouais. Et il y a très peu de femmes ou d'hommes qui sont capables de ça. Après, une autre chose qui résonne assez fort, c'est ce que vous dites de Gruber et tout, où là, ça renvoie aussi à des thématiques plus actuelles, et comment ces territoires sont dangereux parce qu'ils renvoient à la fin à la qualité humaine de celles et ceux qui les habitent, c'est-à-dire, vous avez des mots très très forts en disant « c'est Dieu ». Non, mais c'est parfois, on trouve pas d'autres mots. Pour trouver un mot qui dit un peu la fascination, qui peut très vite déboucher sur l'emprise, puis qui peut très vite déboucher sur l'abus. Et après, vous rajoutez très vite derrière
parce qu'il n'y a pas l'ombre d'une ambiguïté. Pas l'ombre. Et donc, c'est pas de ça qu'il s'agit. Pas du tout. Et C'est là mystique, aussi- en fait. Ouais, c'est ça. On rejoint à Mais- quelque chose de... Mais Oui, c'est rare, mystique. c'est rare et c'est pour ça qu'on est, on est dans des professions extrêmement dangereuses parce qu'il suffit qu'un des rouages manque pour que ça déconne. Celui du respect ou bien sûr, ou celui de la bonne distance. Il suffit de pas grand-chose pour que ça devienne intolérable. Si on mélange, c'est un cocktail explosif. Bien sûr. C'est le charisme, le génie, la générosité et puis l'admiration que ça suscite et ce qu'on peut faire de ça. C'est-à-dire au service de quoi on met ses capacités, quoi. Tout à fait. Et d'ailleurs, par rapport à ce sujet qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui, c'est vrai que quand on repense aux années d'avant où dans ce domaine-là, il y avait des abus, entre guillemets, et c'est quelque chose qui ne nous choquait pas. Enfin, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai rencontré que des hommes extraordinaires. J'ai eu de la chance. Mais vraiment, j'ai envie de le dire parce que ça fait du bien aussi de le dire. Donc vraiment que des hommes respectueux, extraordinaires et aucun jamais, à part un réalisateur une fois que j'ai remis en place très rapidement. Mais donc voilà, des fois je me suis sentie mal à l'aise pour essayer de comprendre ce que les femmes avaient vécu. En tout cas, toujours est-il dans le milieu du théâtre et du cinéma, mais du théâtre aussi, il y avait cette espèce de pouvoir du metteur en scène et du professeur qui parfois choisissait, enfin jetait un peu son dévolu sur une actrice. Et là, je vais aller un peu loin peut-être, je vais choquer sûrement peut-être des personnes, mais parfois c'était l'actrice qui avait aussi jeté son dévolu sur cet homme. Et donc en tout cas, c'était un accord tacite entre deux. Et on se disait, nous les autres, je suis pas assez... Enfin, on ne voulait pas être à sa place, mais disons, on disait, je ne joue pas sur l'ambiguïté, sur la séduction, sur la sexualité, j'en joue pas. Mais il y avait des filles autour de nous, disons, qui jouaient de ça. Alors, est-ce que c'était parce que c'était leur tempérament? Est-ce que c'est parce qu'elles voulaient quelque chose, obtenir quelque chose? C'est pas choquant, il faut aller jusqu'au bout de la proposition. Ça peut être problématique dans la mesure où on sait que ça peut être... mais même dans le contexte d'aujourd'hui, même sans faire d'anachronisme, le dire pour essayer de le comprendre et dire c'est peut-être doublement problématique parce qu'on sait que c'est des mécanismes qui existent et il se trouve quand même qu'on est dans une relation de pouvoir avec quelqu'un qui décide et quelqu'un qui est demandeur. Donc il faut être en principe, si on est un peu rigoureux, comme celui, que ce soit un homme ou une femme qui décide, d'autant plus prudent parce qu'il ne s'agit pas de trouver la faute à qui c'est. Parce que c'est plus systémique. C'est plus comment de se condenser de désir, d'envie, d'amour, de besoin de générer soit de l'humour, soit de la souffrance, soit de la perversité, de tous ces besoins, au service de quoi on les met, sachant que la fin ne peut pas justifier les moyens, mais que ces moyens potentiellement existent, donc comment on les gère, comment on les apprivoise, comment on chevauche le dragon, quelque part. Et on est dans des professions où on oublie des fois le b.a.-ba, notre outil c'est notre corps, donc c'est pas indifférent. Et puis, on parle beaucoup de séduction et d'amour, donc c'est pas et puis c'est compétitif, et puis il faut être choisi. Donc, une fois qu'on a mis tout ça l'un derrière l'autre, et les gens qui sont mis en position de choisir, c'est des gens qui ont des capacités de se mettre en position de choisir. Donc, ils ont des qualités en termes de capacité de persuasion, de charisme. Ils les ont dans de multiples dimensions. Ils les ont vers celles et ceux qui donnent l'argent, vers celles et ceux qui donnent les postes, et vers celles et ceux qui vont être sur les plateaux. Donc, c'est vraiment, vraiment compliqué. Je trouve que c'est sain qu'on se pose ces questions aujourd'hui. Moi, ce qui me gêne dans toutes les discussions aujourd'hui, c'est les moments anachroniques. C'est-à-dire si on applique à hier les critères d'aujourd'hui pour juger, alors je pense qu'on fait fausse route. Qu'on applique à hier les critères d'aujourd'hui pour comprendre, c'est OK. Mais pas pour mettre des étiquettes et pour dévaloriser des choses en fonction de comment elles se sont passées. Parce que les choses sont vite faites, quoi. Mais c'est hyper délicat. En tout cas, c'était quelque chose qui nous entourait et qui nous choquait pas outre mesure. Et là, j'ai plusieurs amis qui sont inquiétés justement pour ça. Et
des fois, ça me rend un peu triste parce que je les connais, ces hommes, ces metteurs en scène, et puis je trouve que la sentence est lourde pour eux. Effectivement, ils ont parfois outrepassé leur pouvoir, mais je trouve que la sentence est lourde, qu'ils ne puissent plus jamais rien faire, et que même leurs spectacles qui sont en tournée sont arrêtés net, alors qu'ils disent eux-mêmes « j'aimerais que le spectacle continue à vivre, même sans moi », mais non, tout est arrêté, terminé Oui, pour toujours. on est dans un moment. Parfois, c'est un peu rude, quoi. Ah oui, on est dans un moment où il y a peu de compromis possibles, parce qu'on est dans un moment charnière où les avancées craignent un rétropédalage réactionnaire et où, il faut le dire un peu, je pense aussi clairement, il y a une redistribution des cartes du pouvoir. Et celles et ceux qui doivent l'abandonner ne sont pas très contents, et celles et ceux qui veulent le conquérir ne sont pas prêts à du compromis. Donc, non, c'est très bien que ça arrive, parce qu'il y a eu effectivement beaucoup d'abus et tout ça. Donc c'est très très bien que ça arrive. Après, on ne peut pas s'empêcher de comparer avec avant, de remettre les choses dans l'époque. Mais voilà, c'est un peu violent parfois, mais nécessaire, on va dire. Oui, je pense. C'est très délicat d'avoir une position qui reste intelligente et exigeante. C'est difficile d'avoir une position exigeante dans ce débat, qui en effet est nécessaire et qui est tellement piégé en fonction de qu'est-ce qui est nécessaire pour être libre sur un plateau. Où est la transgression dans l'exemple que vous preniez par rapport aux jeunes en formation à qui vous avez donné des cours, etc. Est-ce que interpréter une position de femme dominée, pour autant que ce soit la bonne analyse, c'est en faire la promotion, même indépendamment de ma propre personne. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce que ça dépend de la mise en scène? Est-ce que ça dépend du contexte? De quoi ça dépend? Qu'est-ce que je fais de ça? Je ne peux pas dire que ça n'existe pas, mais qu'est-ce que j'en fais? C'est-à-dire quel sens je veux donner, ou quel sens mon interprétation, ou quel sens la mise en scène essaie de donner à cette situation, sans tomber dans le théâtre pédagogique qui est chiant pour tout le monde. Chiant pour ceux qui le font, chiant pour ceux qui le regardent. Et Dieu sait s'il y en a de gauche, de droite, du centre et du milieu, du théâtre pédagogique. Comme disait l'autre, il vaut mieux prendre la poste pour les messages. C'est à un autre niveau que ça se passe, quoi. Mais le cinéma dans tout ça, alors, cinéma. comment il arrive là? Ben, il n'arrive pas, il n'est jamais arrivé vraiment, sauf avec Manège à Noël, qui a été la première fois où j'ai réellement tourné. Avant, j'avais fait des toutes petites choses. Quand même une expérience importante avec Garel, qui a découlé directement de la mort de Danton, de Gruber, justement. Parce que Elle a été reçue comment, la mort de Danton? Je me rappelle pas. Très bien, très très bien. Bon, les gens n'entendaient pas tout parce qu'ils nous disaient toujours parler moins fort. Mais dans la mort de Danton, il y avait Maurice Garel, le père. Le père, oui, bien sûr. Le grand-père, qui était un homme extraordinaire. Et je crois qu'il avait dit à son fils, pour son prochain film, regarde cette Dominique, Raymond, elle est bien. Et du coup, j'avais rencontré Garel, et j'étais fière d'avoir fait un film avec lui. Après, j'en ai pas fait deux parce qu'il n'aime pas prendre les gens deux fois. Et puis il aime bien quand ils ne sont pas connus, effectivement, qu'ils n'ont pas déjà fait abîmer, disait-il, par l'écran. C'est un peu égocentrique, je dirais. C'est un peu possessif. Mais voilà. je comprends. Mais bon, d'après Maurice Garel, La naissance de l'amour est un des plus beaux films de Garel. Donc j'étais toute fière d'avoir fait celui-là. Parce que pour son père, c'était le plus beau. Donc c'est vraiment grâce à lui que je l'ai fait, mais il ne me l'a jamais dit, évidemment. Évidemment. Et non, la classe, quoi. Et donc j'avais commencé avec ça. J'ai fait 2-3 petites télévisions avec, je crois, je me souviens plus des noms, mais on peut chercher, mais c'est pas. Oui, j'ai fait des petites télévisions. Donc Garel, c'était quand même en 93, 93. C'était vraiment le premier truc important. Mais j'avais 5 jours, mais pour moi c'était important. Et puis cette Neige à Noël. Mais quand on lit un peu des choses sur vous, on prend des entretiens. Carax, il intervient aussi dans votre vie à un moment donné? Alors oui, parce que je connaissais son chef-op de l'époque, qui s'appelait Jean-Yves Escoffier, qui était un ami à moi, un type extraordinaire, qui est parti faire sa carrière aux États-Unis et qui est mort à 50 ans en lisant son journal, assis. Enfin, personne n'a compris sa mort subite. Mais c'était le chef-op de Carax et c'était un ami. Et donc, il avait parlé de moi pour Boy Meets Girl. Mais j'étais au théâtre et je n'ai pas pu être dans Boy Meets Girl, jouer le rôle qui était prévu pour moi, qui était le rôle de la traductrice sourde pour les sourds-muets. Et donc, j'ai fait
une espèce de flash de figuration invraisemblable. Si on fait arrêt sur image, on me voit. Je descends d'un immeuble avec mes propres habits. Je m'habillais d'une façon complètement dingue à l'époque. C'est-à-dire Mais je sais pas, j'avais des trucs bouffants, enfin moyenâgeux. Je sais pas ce que c'était ma période. toujours en scène, quoi. Oui, non, mais pourtant je suis du genre discret. Je sais pas ce qui me prenait. En tout cas, Carax avait voulu que je m'habille comme ça, avec mes propres habits. Je sors d'un immeuble et je me prends un répondeur sur la tête. Et Denis Lavant me plaque au mur pour pas que je prenne le répondeur téléphonique. Que j'étais. Je le regarde comme ça, je ressemble vaguement à Louise Brooks en plus ronde. Je me prenais pour Louise Brooks. À l'époque, j'avais la coupe exactement Au carré. comme elle. Ouais, non, c'était Louise mon Brooks habillée idole. médiévale. Ouais, ouais. C'est un Alors peu le médiéval avec, j'ai pas compris, mais en tout cas la coupe de cheveux, elle était comme ça. Et j'étais fan de cette actrice. Après, c'était Gina Roland, comme toutes les actrices, mais pendant longtemps, il y a eu Louise Brooks. Et enfin, bref, pendant un flash de seconde, je suis comme ça sur le mur, un peu maquillée comme Louise Brooks. Et voilà, c'était ma collaboration avec Carax. Et après, il n'y en a pas eu d'autres, sauf que c'était le meilleur ami de Sandrine Vesset. Et donc, c'est lui qui l'a poussé à faire son Donc, film. c'est la réalisatrice de Ouais, Y aura-t-il Y aura-t-il de la Noël, neige, ouais. Donc, c'est lui qui l'a poussé à faire le film. On va regarder la bande-annonce de Y aura-t-il. Bon, bah d'accord. Hein, comme ça, Je peux avoir un et puis peu on va d'eau. prendre de l'eau, et puis comme ça va nous donner une petite pause de 2-3 minutes. D'accord. Et puis, comme c'est en termes de cinéma, c'est un peu ce qui vous amène vers le grand public, où tout à coup, Dominique Raymond, parce que le film a eu du succès. 1 million Hein et quelques d'entrées. C'est ça, en France. Plus d'un million Je sais d'entrées. plus en Suisse, je vais regarder, mais peut-être Ouais. c'est pas dans les bases de données, parce qu'on a des bases de données qui remontent pas à Mathusalem. Non, c'est pas Mathusalem, c'est quoi, 6. 96. Hein. Donc, je me rappelle, moi j'ai été le voir quand il est sorti, et le film a eu beaucoup de succès, il a beaucoup touché. Et puis c'est un film qui a touché d'une façon large et populaire. Ouais. C'est un de ces rares films où celles et ceux qui sont incarnés à l'écran ont intéressé celles et ceux qui les incarnent. Je sais pas, par exemple, il y a le film sur la paysannerie de Cantet. Je trouve que c'est pas un très bon film, là, le titre m'échappe, mais quand je suis allé le voir au cinéma, je suis allé le voir un dimanche après-midi, il n'y avait que des paysans. Il n'y avait que des paysans entre 50 et 70 ans avec leurs femmes, des paysans et des paysannes, ou des paysannes avec leurs maris, ça dépend de quel côté on regarde. Et c'était 120 personnes ici à Lausanne qui venaient de la campagne, qui avaient Ouais, des génial. corps de campagne, quoi, qui venaient Ouais. regarder ce film fait par des acteurs parisiens, mais d'un réalisateur qui met en scène sa propre vie, enfin la vie de son père et le suicide de son père qui se suicide en avalant des pesticides à la fin. Ah oui. Ouais, non, c'est très très dur. Le film mais il a beaucoup touché les gens dont il parlait. Puis je pense qu'il y aura-t-il la neige à Noël. Il a touché aussi, oui. Ouais, Parce il a que c'est touché, vrai. ouais. Parce que c'est vrai, tout est vrai. Oui, c'est ça. Et C'est tout vraiment est... comme presque un documentaire sur la vie des maraîchers à la campagne. C'est-à-dire que c'est plus qu'un documentaire, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est pas véritable, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y Oui. a quelque chose qui... C'est ce qui amène un traitement qui n'est pas, justement... Je n'arrive pas à trouver les termes, je ne voudrais pas dire qu'il n'est pas bêtement documentaire, parce qu'on n'est pas bêtement documentaire, on l'est d'une manière avec un point de vue ou pas, mais le passage par la fiction, le passage par le filtre artistique, le fil de la création, fait qu'on passe du véridique au vrai. Donc on touche un peu à un autre niveau, quoi. Parce que bon, c'est 1 million et quelques en France, mais ça c'est seulement au cinéma. Après, il y a la télévision, il y a la dizaine de millions de personnes qui va être touchée par le film. Et ça fait 25 ans qu'on l'a tourné, et une fois par semaine, au moins, il y a quelqu'un qui me dit je vous ai vu dans... Et je sais que c'est la neige à Noël, toujours. bien sûr. Donc, il continue à... C'est incroyable comment il continue à vivre sa vie. Il est intemporel, il est universel, et il continue sa vie. C'est inouï. Elle a fait plusieurs films après, ils n'ont pas eu ce succès, malheureusement. Mais c'est incroyable d'avoir fait ça, je suis très fière. Ah bah, vous pouvez. Alors, la bande-annonce de Y aura-t-il la neige à Noël? Vous avez prévu jusqu'à quelle heure? De quoi tu te plains? T'es pas heureuse ici? Je sais pas, je suis toujours seule. Qu'est-ce que tu racontes? T'es pas seule, il y a des enfants. Petit con, tu ferais mieux de surveiller au lieu de bouffer les bonbons. T'as vu mon champ dans quel état il est? Comment je vais faire pour sommer, moi? Tiens, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu fonces à la maison et t'arrêtes le moteur. Voilà, tu dois pas beaucoup.
Quand j'ai rencontré papa, c'était une drôle de rencontre. Un homme marié, ça commençait plutôt mal. On était vraiment amoureux. Il m'a parlé de cette ferme qu'il avait achetée, qu'on allait s'en occuper tous les deux, qu'on aurait plein d'enfants. Non, moi, il t'a pas menti. C'était quoi déjà le rêve sur les enfants? Je vous l'ai déjà raconté 20 fois. Non, j'ai pas envie. Si, raconte-le, je me rappelle plus, s'il te plaît, maman. Maman, t'es obligée, la télé est en panne. Bon. Voilà, donc c'est quand même à travers cette petite expérience Carax, qui elle-même vient d'une amitié avec Escoffier, son chef opérateur, enfin cette notion de famille ou de monde, de milieu professionnel, mais je pense que c'est la même chose chez les boulangers. Hein. J'entends, vous changez de métier parce que vous connaissez des gens, ou bien chez les cuisiniers, enfin, dans tous les milieux c'est comme ça. À partir du moment où la donne de départ, c'est qu'on est intermittent, c'est-à-dire on est dans un métier où on ne se fixe pas dans une chose, mais on sait que notre métier, c'est de travailler avec des gens différents, dans des endroits différents. La suite, c'est une sorte de hasard de rencontres et de connivence des uns avec des autres. Alors, y aura-t-il de la neige? Ça reste quelle expérience de tournage? Alors, écoutez, j'ai appris ce que c'était que le travail, on va dire. Avant, j'avais l'impression d'avoir jamais rien fait. Parce que travailler dans les champs, on a fait 3 semaines de préparation sur le persil, les carottes, le poireau. Enfin, en été, il n'y avait pas tout ça, mais enfin, il y avait déjà pas mal de choses à ramasser. On l'a fait pendant 3 semaines. Fait vraiment, quoi. Vraiment. Non, parce qu'elle avait qu'une inquiétude, c'est que les paysans, les maraîchers qui voient ça disent « mais c'est pas comme ça qu'on fait ». Donc, quand on brosse les légumes, quand on les coupe, il faut que tout soit exactement les vrais mouvements. Donc, on a beaucoup, beaucoup travaillé et je me suis dit, ouais, j'ai eu de la chance de vivre en ville parce que... Vous le résumeriez comment le fatigant. film, vous? Comment je le résumerais? Si on vous dit, mais ça parle de quoi? Ça parle de quoi? C'est une maraîchère ouvrière, employée par un homme qui est le père de ses 7 enfants, mais qui a sa vie à côté avec une autre femme et d'autres enfants plus âgés. Et cet homme se partage entre ces 2 familles, la traite très mal. Donc c'est de la maltraitance, mais il y a un lien entre eux qui est très fort, d'amour, et elle ne le quittera jamais à cause de ça, et parce que financièrement, elle est absolument dépendante de lui, et comme il lui en a fait 7, c'est très difficile de s'émanciper, c'est impossible. Donc quand les gens me disent à la sortie du film, mais pourquoi elle ne le quitte pas? Ben oui, facile à dire, mais avec quel argent? Comment ferait-elle pour faire vivre ses 7 enfants? Donc il la paye. Il la paye, et il vit sa vie amoureuse l'après-midi, et le soir, il rentre chez sa femme. C'est un cas de figure qui doit arriver plus souvent qu'on l'imagine. Dans les familles, c'est beaucoup plus compliqué que ce que ça a l'air. Souvent, au cinéma, il y a toujours 2 parents, 2 enfants. Et puis non... Non, la vie est rarement comme ça. La vie n'est jamais comme ça, jamais. Ouais. C'est toujours compliqué, les familles. Et là, ça montre un truc très compliqué. Même les gens ne comprennent pas tout de suite. Mais alors, c'est qui, lui? Qui est cette femme qui va voir le soir? Qui sont ces gens qui travaillent dans les champs, dans l'autre maison? C'est ses enfants aussi. Non, c'est un film tout à fait étonnant qui nous a demandé beaucoup, beaucoup de travail. C'était la première fois pour tout le monde, quasiment. Je ne peux pas dire qu'avec les 5 jours avant de Gage, j'avais tourné vraiment... Là, j'ai expérimenté ce que c'était qu'un rôle principal avec 70 jours. On a tourné... C'était un long tournage en plus. Très long, parce qu'il fallait s'occuper... il fallait tourner quand les enfants étaient en vacances. Donc il y a eu les 2 mois d'été, mi-juillet, fin août, 1 mois et demi. Ensuite, il y a eu 15 jours d'automne, et puis les 15 jours de Noël. Oui. Donc ça a été dans l'ordre. C'est des films sans argent, c'est comme ça, on a beaucoup de temps. Un petit peu, parce qu'il y a une nécessité, puis après, il y a plus le choix. Donc on est tellement dans la merde qu'on le fait jusqu'au bout. C'est tellement mauvais, les conditions, que 10 jours de plus, 10 jours de moins, ça n'a pas changé la vie. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui, puis il a été produit par un homme qui a beaucoup compté aussi pour beaucoup de gens, et pour moi aussi, c'est Humbert Balzan. Qui était un bandit magnifique, qui nous demandait si on préférait être en liquide ou
ou être déclaré, avoir un peu moins. On choisissait évidemment le liquide. C'était un homme extraordinaire. Il nous invitait toujours au restaurant en racontant l'histoire du producteur qui ne payait pas ses acteurs. C'était un homme qui avait un charme mais inouï, inouï. D'ailleurs, qu'on peut voir dans un film de Bresson, Lancelot du Lac, qui avait un charme fou, fou. Et quand il a mis fin à ses jours, ça a été un gros choc pour tout le monde. Ah oui, et puis un On n'a pas mystère compris. un peu. On n'a pas compris. Ouais, c'est un peu mystérieux. On n'a pas C'est un peu compris. mystérieux. Bah, c'est peut-être aussi, enfin moi c'est un petit peu comme ça que je mets l'hypothèse. Il y a des gens qui ont un peu des antennes et je pense que c'est quelqu'un qui a compris avant les autres que l'époque changeait puis que la prochaine n'était pas pour lui. Parce qu'on ne peut plus être comme ça. On ne peut plus produire comme ça. On peut plus. Le cinéma, c'est plus un endroit pour les gens aventureux. Non. C'est plus du tout romanesque. Non, C'est non. comme beaucoup de choses. Ça Bah, ne veut pas le dire que c'est moins théâtre bien, aussi, mais c'est autre chose. Ouais. On est maintenant rentré dans des normes à tout point de vue, alimentaires, artistiques. On n'est que dans des normes. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Cette époque est terrible. Mais bon, il y a des avantages. Elle est un peu angoissante. Et puis c'est marrant parce qu'à cette place où toutes les semaines on discute pendant 1, 2, 3 ou 4 heures avec des gens assez différents, on arrive assez régulièrement maintenant dans ce moment où on se dit mais on est dans une époque où finalement le point commun d'à peu près tout, c'est qu'on veut se donner l'impression de maîtriser la vie en la faisant rentrer dans des protocoles. Faire rentrer des choses dans des cases, en allant jusqu'à l'absurde, en se disant, une fois qu'on aura rempli toutes les cases, alors on sera libre. Mais évidemment, non. Évidemment, non. Il faut faire sauter les cases tout de suite. Donc c'est un peu perturbant comme époque. Oui. Elle est un peu perturbante parce que moi, personnellement, qui viens à peu près des mêmes années que vous, j'en vois mal les avantages par rapport aux désavantages que nous on avait, que je vois, mais je vois aussi les avantages. Alors c'est peut-être juste un discours, pas de vieux con, mais un discours de quelqu'un qui est habitué à une façon de fonctionner puis qui n'arrive pas à comprendre que la nouvelle façon de fonctionner, pour celles et ceux qui sont trempés dans cette façon-là, elle fonctionne très bien. Je dois dire que je suis un peu sceptique, mais Oui, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. 70 jours de tournage. C'est classique, je pense qu'il n'y a rien de bien spécial, mis à part qu'il y a beaucoup d'enfants, donc que c'est toujours particulier, hein, comme on dit dans un premier film, éviter les animaux et les enfants, et si possible les scènes sur l'eau, et puis beaucoup trop de scènes en plein air, et puis d'habitude on fait tout ça au premier film. Et comment vous avez vécu la vie du film par rapport à une pièce, par exemple comme actrice, le plaisir du public, la peur du public aussi comme acteur, actrice de théâtre, elle est fondamentalement différente que comme acteur, actrice ou comédien, comédienne de cinéma. Je pense que les frustrations et les plaisirs sont ailleurs. Vous avez vécu comment ça? J'étais pas comme un poisson dans l'eau, moi, avec le cinéma. Je le suis d'ailleurs jamais. Je suis jamais totalement libre. Sur scène, oui, au bout d'un moment, je me sens un peu plus libre. Mais avec la caméra, je ne me suis jamais sentie très libre parce que quand j'entends les acteurs qui disent « Ah, moi, c'est comme faire l'amour avec la caméra », tout ça, je ne connais pas. Je pense que je dépends trop de l'amour qu'on me porte, malheureusement. Et si je ne sens pas qu'on m'aime, entre guillemets, je ne donne pas grand-chose. C'est la mère d'Higelin qui avait dit à la prof « Vous savez, si on l'aime, il sera capable de beaucoup de choses. » Mais je suis un peu comme ça. Donc, alors... Comment Higelin arrive dans cette conversation? Non, parce que j'ai entendu une fois la mère d'Higelin à la radio disant... non, c'est Higelin qui racontait plutôt que sa mère avait été voir le prof en disant « Vous savez, si vous l'aimez, si cet enfant est aimé, il fera des choses magnifiques. Je pense que le cinéma, c'est ça. Si on est aimé ou désiré, ou les deux, ce qui est encore mieux, ou que aimé, ce qui est encore mieux, on peut faire des choses extraordinaires. Bon, j'ai pas rencontré mon Cassavetes, mais... avec Sandrine, je l'admirais beaucoup. Je pense qu'elle aurait été géniale dans le rôle. J'ai toujours vu quelqu'un d'autre que moi à la place dans les rôles que j'ai faits au cinéma, toujours. Pourquoi? Pas au théâtre? Non, pas au théâtre. Non, pas au théâtre. Au cinéma, je vois toujours quelqu'un de mieux que moi qui pourrait le faire. Je ne sais pas pourquoi. Un manque de confiance en moi, sans doute. Peut-être un manque aussi d'amour que je n'ai pas ressenti assez. Enfin, Sandrine... Peut-être un besoin de liberté aussi, parce qu'au théâtre, c'est vrai qu'à un moment donné... L'acteur, il prend possession de la pièce. C'est lui qui est sur le plateau. Au cinéma, le réalisateur, la réalisatrice est toujours là.
Elle peut faire refaire, et puis après c'est fini, vous ne maîtrisez plus. Oui, oui, et puis c'est eux qui ont la direction de tout. Ouais. Et nous, on exécute des choses, il faut le faire naturellement, comme si on faisait ça tous les jours. Or, au théâtre, c'est reconstruire artificiellement des mouvements, même naturalistes. On les rend artificiels pour les rendre encore plus vrais que la vérité. Au cinéma, il faut juste être. Et je me souviens de l'accessoiriste qui disait Dominique, c'est comme à la maison, c'est comme à la maison. Donc Carax avait beaucoup aidé avec les costumes comme à la maison. Il avait la bonne intuition. Non mais disons qu'elle rêvait d'une actrice, par exemple, qui ressemblerait à Anna Magnani. Elle voulait une Anna Magnani pour ce rôle. Et on l'aurait très bien vu, Anna Magnani, pour ce rôle. Et moi, je me dis... Mais ça, c'est une construction de votre part ou c'est... Non, mais elle parlait toujours d'Anna Magnani. Et elle ressemble d'ailleurs elle-même un petit peu. Elle a ce côté latin. Et du coup, en me voyant moi dans une glace, je me voyais plus comme une actrice, disons peut-être de Dreyer ou de Bergman, enfin plus du Nord, si vous voulez. Donc je me voyais assez mal du Sud. Donc tout ça était un travail d'appropriation de cette... Il y a deux types de femmes du Sud. Hein. Il y a la femme opulente à la Magnani, mais il y a aussi la femme du Sud, droite, petite, nerveuse. D'autant plus qu'elle ne vient pas du Sud, elle vient d'Aubusson, elle le dit dans le film. En fait, le fait de ne pas avoir confiance en soi fait qu'on imagine toujours quelqu'un d'autre. Et quand on ne nous encourage pas à chaque prise... Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi cette manque de confiance en vous, elle est présente au cinéma et pas au théâtre? Parce que mon élément, c'est le théâtre. Mon élément, c'est le théâtre. J'ai été réellement appréciée, aimée, poussée dans le théâtre par des gens qui ont vraiment cru en moi. Au cinéma, il a toujours fallu prouver. Mais moi, toute seule, je veux rien. Si on me dit, vous voulez faire du cinéma, non. J'aimerais que vous ayez envie que ce soit moi. Comme au théâtre. Moi, au théâtre, je voulais rien non plus. Simplement, on a cru en moi. On m'a mis sur le plateau. Depuis votre prof Depuis que ma prof. Et toujours, j'ai eu des gens comme ça qui ont cru en moi. Votre mère au début. Mais ma mère, pour commencer. Mes profs, Vitesse, Gruber. Et donc, au cinéma, il n'y a jamais eu ça. Il y a toujours eu des gens qui se disaient est-ce qu'elle va pouvoir faire le truc? Elle, non. Ben, excusez-nous, on ne vous a pas rappelé parce que ceci. Ou on ne me rappelait de toute façon pas. Je veux dire, j'ai vu des milliers de réalisateurs et réalisatrices. Et chaque fois, jusqu'à 40 ans, parce que dans la neige, j'ai 40 ans, j'ai rien fait. Et pourtant, ce n'est pas faute d'en avoir fait des castings. Mais moi, je ne peux pas prouver que... On était aussi à une époque où la barrière entre cinéma et théâtre était plus forte. Énorme. Et des deux côtés. Énorme. Des deux côtés. Vous faites quoi dans la vie? Vous faites du théâtre? Ah, d'accord. Vous travaillez qui? Vitesse. Ah oui, merci. Non, d'accord. Oui. Non, il y a aussi une peur qui est générée chez des gens de cinéma, de l'acteur de théâtre. Parce que l'acteur de théâtre, on a peur qu'il soit fort, on a peur il va faire des grands gestes, il va parler beaucoup trop fort. Même au-delà de ses capacités techniques, dans les fantasmes de qu'est-ce que c'est qu'un acteur de théâtre. C'est moins obéissant. C'est plus prise de tête, c'est plus intelligent, c'est plus légitime, c'est plus bourgeois. Parce que c'est un art, le théâtre, pour une partie des gens qui font du cinéma, le cinéma c'est populaire, le théâtre c'est légitime. Donc je pense que les peurs dans la fréquentation, je pense que ça a beaucoup changé, parce que beaucoup de barrières sont tombées, il y a plus de circulation, comme il y a plus de circulation entre les gens qui font de la télévision et les gens qui font du cinéma, et parce qu'il y a plein d'exemples de comédiennes, de comédiens, d'acteurs, d'actrices qui ont les deux talents. Il y a des gens... maintenant, ça ne pose plus aucun problème. Et puis il y en a qui sont très très bons au théâtre et pas très bons au cinéma. Il y en a, c'est l'inverse. Il y a quand même pas mal de pauvres pièces qui fonctionnent parce qu'il y a des acteurs un peu bancables de cinéma dans du théâtre populaire. Quand on les voit sur un plateau, on se dit mais continue à faire du cinéma, il ne faudrait pas faire du théâtre parce que c'est pas le même métier, quoi. Donc ça existe aussi. Mais non, moi la grande rencontre dans le cinéma, ce film évidemment a été important avec ses millions d'entrées. C'était comme un conte de fées. C'est vraiment comme un conte de fées. Mais après, celui qui a compté, c'est Assayas. Bien sûr. C'est, disons, la seule personne dans le cinéma avec qui j'ai fait 4 films. Donc on se dit, si j'en fais 4, c'est qu'il m'aime bien. Et du coup, oui, et inversement, je crois qu'il m'aime bien. Et moi, je l'aime beaucoup, bien sûr. Et donc, j'ai été extrêmement fière et heureuse d'en faire 4. Et chaque fois, c'est des rôles qui m'intéressent. Parce qu'après La Neige, je ne vous raconte pas le nombre de propositions pour jouer des mères.
j'en pouvais plus. Quoi, j'en les gens ne pouvais sont pas plus. très inventifs. Hein. Non, mais en plus, c'était des mères has-been complètement limite, pas en fin de vie, quoi. Enfin, c'était épouvantable. Ou alors des tout petits rôles, genre tu reviens à quelle heure, etc. dans ces casseroles. Enfin, rien, quoi. Des rôles qui n'étaient rien. On m'a proposé que ça après La Neige. Donc il y a eu un peu une déception quand même. Et puis tout à coup, Assayas qui me propose. Vous aviez un agent? Oui, j'ai un agent, mais c'est pas les agents. Non, c'est pas eux qui trouvent les rôles. Les agents, ils sont plutôt là pour les plannings, pour gérer. Enfin, quand tout va bien. Non, mais c'est un problème du cinéma français qu'a pas le cinéma anglo-saxon. C'est qu'il a tendance à extrêmement vite mettre les actrices et les acteurs dans des cases, dans des tessitures, dans des rôles attendus. Effrayant. Avec la peur, et c'est absurde parce que c'est bête. Et d'ailleurs, même comme spectatrice, spectateur, on est un peu comme ça. Et on n'est pas du tout comme ça avec les acteurs anglo-saxons. On peut voir De Niro dans une comédie, on peut voir Schwarzenegger dans un film de guerre ou Schwarzenegger dans un film d'intello, on accepte. Tout à coup, je sais pas, voir Huppert dans une comédie, ça fait bizarre. Ça doit être une comédie d'auteur et ça doit être une comédie intelligente. Et aussi déjà, et puis dans les rôles aussi. Le cinéma français ou francophone a ce problème, je trouve. Tout à fait. Et il y a un très grand acteur, je trouve, qui échappe à ça, c'est Olivier Gourmet, qu'on peut voir dans des types de films extrêmement différents. À la limite, on ne le sait même pas avant qu'il parle, parce qu'il a une voix tellement reconnaissable qu'on se dit, mais c'est Gourmet. Dans une comédie où il joue Cyrano, ou bien dans un thriller où il joue un assassin, ou bien dans un film des Dardennes. Mais il y en a très très peu en fait. Donc moi ça ne m'étonne pas quand vous avez bêtement proposé que des choses... C'était déprimant. Puis, au bout d'un moment, comme j'y tenais pas plus que ça à tourner, c'est vrai que financièrement c'est difficile de refuser. Hein. Mais à un moment donné, c'est aussi un piège parce que si tout à coup on gagne de l'argent en faisant du cinéma, on est obligé d'en refaire 2. Pour rester sur le même niveau de vie que le précédent. C'est ça le problème, disons. Et donc, il ne faut pas tout de suite gagner d'argent, pas trop gagner d'argent au cinéma pour ne pas être obligé d'être coincé, de toujours récupérer cette somme que les impôts nous demandent par rapport à l'année d'avant. Mais... le secret, c'est de mettre les impôts de côté. Non, mais les rôles proposés étaient très affligeants. Mais le pire, c'est que vous vous dites, vous recevez le scénario, et vous dites, mais c'est comme ça qu'on me voit. Mon Dieu, mais c'est pas possible. Mais c'est effrayant quand vous voyez la description du personnage qui arrive. J'ai pas encore cet âge-là. Je suis pas déjà comme ça. Et alors pourquoi c'est ça? C'est parce que les actrices qui tournent ne veulent pas jouer des rôles de personnes mûres. Veulent toujours avoir l'air jeunes, donc on se dit, on va demander à des bonnes actrices de théâtre de faire tel ou tel rôle. C'est des rôles qu'elles ne veulent pas jouer. Vous mettez le doigt sur quelque chose de très factuel et de très important, c'est-à-dire quand vous arrivez à des rôles entre 40 et 60, les actrices entre 40 et 60 qui ont démontré des capacités d'actrice, en effet, elles sont liftées, où elles veulent jouer des rôles qui ont... J'ai pas dit ça. Mais c'est ça quand même. Où elles veulent jouer des rôles qui ont 30 et... C'est terriblement prescripteur, le cinéma. C'est terriblement brutal. Je veux dire, en termes d'image, en termes de... mais c'est vraiment brutal, je trouve, on parlait tout à l'heure des phénomènes MeToo, de l'emprise, des choses comme ça, mais globalement, comme système social, si on regarde quand même la figure de la jeune première au cinéma, qui est, époque après époque, hyper stéréotypée en termes de symbolique sexuelle, de symbolique sensuelle, et le trou qu'il y a entre 25 ans et 40 ans, voire 60 ans, au milieu, il y a une espèce d'indétermination où il y a la femme. Et l'actrice qui fait du cinéma, elle est impérativement consignée à rester dans cette 25-40 ans. Donc, quand on arrive à quelque chose qui est un peu plus mûr, en fait, la grande actrice française archétypique, elle passe de femme désirée à grand-mère. Et là, il n'y a pas de mère. Il n'y a pas la place pour des mères mûres. Donc, comme vous dites, on dit, demande aux actrices de théâtre. Et on fait des absurdités en disant, Dominique Raymond, elle a quoi, une quarantaine d'années? Ouais, mais mon personnage, 55, ça va. Et elle joue Phèdre ou bien, donc ça ne doit pas la gêner. Je pense que c'est aussi bête que ça, à la fin. Et c'est ridicule. Non, mais de toute façon, on est enfermé souvent, alors qu'au théâtre, on n'est jamais enfermé.
On joue des Bah là, vous jouez un homme. monstres. Là, je joue un homme. Vous jouez Foucault au théâtre. Voilà, donc donc je Dieu me sait dis- si je me ça démontre distrais. ça. Hein. Je me distrais de moi-même en jouant un homme, ça me fait beaucoup de bien. L'image est très belle, les images sont très belles. Ouais. La silhouette que ça dégage, le type d'homme. C'est à un moment donné, je crois que dans la vie, alors c'est ça qui me fait très plaisir de jouer un homme, c'est qu'à un moment donné, quand on a jusqu'à 12-13 ans, comme ça, on est un enfant. On n'est pas une petite fille ou un petit garçon, on est un enfant. On n'a pas de sexe, on est vraiment tout à la fois. On est les deux, quoi. Et moi, je me souviens très très bien de cette perception où je me sentais aussi bien petit garçon que petite fille, mais vraiment, tout en m'habillant parfois en jupe, parfois en pantalon. Mais après, donc, tout change pendant longtemps, puisque on devient une femme, objet, machin, tout de séduction, mère, enfin ça. Puis tout d'un coup, on redevient comme ça. On redevient comme ça. On retrouve cette période où on était les deux. Et ça, c'est le seul avantage peut-être du mûrissement, pour pas dire du vieillissement, c'est qu'on retrouve cette partie où Mais on moi, est je les vous deux. avais- Et c'est pour ça que j'aime jouer un homme. C'est parce que je renoue avec cette partie masculine que j'ai à cause de... Parce que d'abord, je suis gauchère, donc l'hémisphère gauche, droit, tout ça, il paraît que ça compte pour la masculinité et la féminité. Et je me dis, à un moment donné, plutôt que de jouer justement tous ces rôles qui enferment, voilà, on retrouve son enfance, même. Ah oui. Je dirais même plus que sa jeunesse, son enfance, où on était les deux. Et où tout est possible. Et c'était merveilleux d'être les deux. Mais vous avez raconté une petite anecdote là sur la scène du City Club où on a, à l'occasion de votre rôle dans la pièce de Lionel Beyer, on a remontré Y aura-t-il de la neige, et puis il y avait une petite discussion. Vous avez fait part d'une petite anecdote qui m'a pas du tout étonné. Quand j'ai demandé à Beyer, mais pourquoi quoi, il m'a dit parce que la manière dont tu mets les mains dans les poches. Et ça m'a fait rappeler, moi j'avais eu le plaisir de travailler qu'une seule fois avec vous sur Noces de Béziat. Ah ouais. Et c'est vrai que Je me disais bien que et c'est vrai que vous avez dans la posture quelque chose de très masculin. Ah ouais. Alors que vous êtes très féminine au niveau de tout, au niveau de votre corps, au niveau de votre visage, au niveau de. Mais vous avez quelque chose de ferme. Et en effet, ça se traduit beaucoup dans la manière dont vous campez, je dirais. Et je trouve que c'était très bien observé. De se dire, voilà une femme qui peut interpréter un homme sans que ça fasse travesti. Et c'est assez bizarre quand on y pense. Et je pense que c'est très juste. Non, mais je me sens vraiment de plus en plus, effectivement, les deux, quoi. Enfin, on est plus riche que tout ça, mais Foucault le dit très bien. Lionel est merveilleux parce que tout ce qu'on dit, il fait dire à Foucault, qui est vrai, c'est des choses que je pense aussi. Et en fait, il a mélangé... On retrouve vitesse. Oui. Vous avez entendu ce que vous aviez envie d'entendre, et Mais puis là, oui. on vous dit ce que vous aviez envie de dire. Mais oui, parce qu'on a beaucoup parlé avec lui. En fait, il notait au fur et à mesure. Et donc, toute son écriture, d'après Foucault, qui est complètement cohérente avec Foucault, parce qu'il a dit ça, mais on l'a dit aussi, sans le savoir que Foucault l'avait dit. Donc, c'est fort quand même. Oui, c'est bien. Et justement, il parle, Foucault, son principe premier, j'ai pas lu ses livres, hein, je ne peux pas comprendre. C'est trop intelligent pour moi. Intellectuel, Intellectuel, c'est pas toujours intellectuel. intelligent. Non, mais je ne peux pas comprendre. C'est un langage Ça jargonne un philosophique, peu quand même. philosophique et universitaire que je ne peux pas comprendre, Ouais, parce que c'est j'ai arrêté l'école à 15 ans, donc c'est impossible. Mais par contre, ce que je comprends, c'est qu'il ne veut pas qu'on enferme les choses, quoi. Qu'on soit ceci, ou qu'on soit cela, ou qu'on soit comme ci, ou comme ça. Tout, il fait sauter toutes les cases dont on parlait tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'il est absolument génial, ce type. Complètement. Après, moi, je partage votre... Pourtant, moi, je n'ai pas arrêté l'école à 16 ans, j'ai arrêté à 30 ans. Mais Foucault, j'arrive pas à passer la barrière de la technicité, tout en percevant bien l'importance du contenu. Pour moi, c'est un peu le contraire de Bourdieu, où là, il n'y a pas de barrière technique. Et le contenu, il a une immédiateté. Et je me dis que Foucault, c'est important parce qu'avec cette technicité, c'est d'autres gens que moi qui convainc. Les gens qui ont besoin de la technicité pour parvenir au contenu. Et moi, avec ce que lui écrit, je n'ai jamais réussi à vraiment finir un bouquin. J'ai essayé, il y a des choses comme ça, c'est j'ai essayé difficile, plusieurs fois. Mais là, je suis en train de lire depuis le début La vie de Foucault par Héribon. Et là, je comprends parce que c'est Héribon qui écrit. Mais du coup, je me suis rapprochée de Foucault et
C'est magnifique ce livre. Ah Il oui. est vraiment mais très clair. Ah oui. Et puis alors toute cette époque, toutes ces tendances, toutes ces mouvances, tous ces gens qui se mobilisaient politiquement. Avec ce que ça signifiait. Pendant longtemps, que- il n'allait jamais aux manifestations. Il était très réservé. Puis tout d'un coup, il était comme un dingue. Il était le premier à se faire tabasser par les flics. Enfin, c'est quelqu'un de très complexe et passionnant. Oui, et puis dont la vie est passionnante aussi, et puis dont la vie nous redit à quelle vitesse on oublie. Ouais. À quelle vitesse on oublie les années 80, on oublie le sida, on oublie le rapport à l'homosexualité, on oublie la coercition, on oublie de quelle société on vient. Enfin, la rapidité avec laquelle on croit que les choses sont acquises et on oublie ce qu'ont traversé les minorités, ce qu'ont traversé les gens différents. C'est fou parce que c'était hier. C'est Ouais. pas avant-hier, c'est Non, hier. c'était quoi. hier. Ouais. Il est mort d'ailleurs la même année que Truffaut. Oui. La même année. Tout à coup, c'était la même année. Ouais, c'est ça. On avait dit qu'on s'arrêterait vers 4h Oui, de l'après-midi. oui, parce que je dois aller jouer. Vous jouez ce Et il me soir. faut un et petit mais taps. Tout à fait. Un petit sas. Tout à fait. On vous retrouvera sur les écrans en Suisse romande à partir de janvier pour le rôle que vous avez dans Last Dance. C'était peu de jours de tournage, là, je pense. Hein. Oui, très peu. Deux. Mais c'était très agréable. Et je me réjouis que vous voyez le film. On va essayer de vous inviter à une occasion et tout que vous le voyez dans des bonnes conditions. C'est assez touchant parce que c'est François Berléand qui vous amène sur le projet. Oui. Et l'acteur Germain, hein, qui renvoie à Germaine, il vous écrit beaucoup dans le film. Il vous parle beaucoup. Il vous parle tout le film en vous écrivant des lettres. Vous verrez, c'est assez touchant. Ouais. Et vous revenez faire une petite danse avec lui vers la fin du film, après les quelques premières scènes qui sont assez touchantes et qui sont très chaleureuses. Donc, je pense que la présence, même si le rôle était petit, elle est assez forte et elle est assez touchante. Non, j'étais film ravie de est- faire ce tournage et de retrouver François que je n'avais pas vu depuis longtemps. On a fait du théâtre ensemble il y a très très longtemps. Et Delphine, j'ai découvert Delphine qui est une personne merveilleuse. Formidable, merveilleuse. Mérisset, ouais, vraiment. Une ouais. douceur extraordinaire, une finesse. Elle m'a beaucoup plu. Alors, la dernière question. Quel rôle principal au cinéma vous aimeriez qu'on vous propose? Non, mais je crois que le cinéma, là, c'est bon. C'est sûr. Non, je non, crois c'est pas. bon. Non. Mais Écoutez, il y a un moment donné... j'ai entendu dire que vous êtes quelqu'un qu'il faut persuader. Oui, c'est vrai. Donc, on va revenir. C'est vrai, mais si vous voulez, je crois plus à la beauté qu'à la... Je crois plus au cinéma à la beauté qu'à la qualité de jeu. Donc, à un moment donné, je pense que on peut plus tellement se montrer. Hélas, je veux dire, les actrices de Fassbinder ont joué sûrement très tard et c'était pas la même histoire. Mais le théâtre maintenant, ou alors, je sais pas, on aurait envie d'éclairage extraordinaire pour tout à coup être autrement que comment on est. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on va au cinéma avec la HD ? Cet atroce HD. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit les défauts. On ne voit que ça. On se dit, tiens, il y a ci, il y a ça. Pourquoi mais on nous je vais- montre la peau avec autant de Je vais détails ? vous donner. C'était beau de avant, quoi- quand c'était impressionniste. Oui, mais j'ai- Non ? Vous êtes d'accord ? Non, Oui, mais c'est vrai, mais- quoi. La oui, HD, oui, c'est mais épouvantable. c'est pas grave. Alors, on nous dit, il faut que je te maquille comme ça pour la HD, pour la HD, Non, mais pour la c'est- HD. Mais moi, on la se HD, trompe. j'en veux pas. On se trompe. J'ai vécu. Je m'emballe. J'ai vécu une expérience émotionnelle hyper forte il y a 2-3 mois. Je suis allé revoir au cinéma, parce qu'un de mes copains qui prend sa retraite montrait les films qui l'ont marqué. Je suis allé revoir Cabaret au cinéma. Avec Liza Minnelli. Ouais. Et tu la vois, magnifique. Magnifique. Elle est 30 bourrée de 25 défauts. ans. Et elle est bourrée de défauts. Oui, mais elle a 25 ans. Elle a les dents de travers. Mais on s'en fout, elle a 25 ans. Mais on s'en fout aussi de la HD. C'est pas ça la beauté Non, au non, cinéma. elle est sublime. Ouais, Elle est mais sublime. la beauté au cinéma, elle est intérieure. Elle n'est pas dans la HD ou pas la HD, on s'en fout. Elle est ailleurs. Et là, par exemple, aujourd'hui, elle Non, n'aurait une pas de femme, carrière. je suis désolée, avec la HD, à cause de la HD, la femme ne peut pas vieillir au cinéma. Point barre. C'est ce que je crois. Malheureusement. Je pense que vous vous Un trompez. homme, non mais regarde, vous avez vu le dernier film de Gaspard Noé? Non, oui, bien sûr, j'ai vu. Bien sûr. Bon bah alors, lui, ils ont le même âge, hein, tous les deux. Bon. Je veux dire, Bon, quoi? je veux dire, je sais pas, mais Françoise Lebrun, C'est le rôle qui est écrit comme ça. Regardez le Haneke avec Trintignant et... oh là là, quelle Emmanuel horreur. Riva. Emmanuel est magnifique. Magnifique. Parce que le rôle est magnifique. magnifique quand elle est nue sous la douche. Et Je c'est sais autre pas, chose. je Oui. sais pas, je dirais pas magnifique. Moi, j'appellerais pas ce film amour,
J'appellerais ce film... Mais j'ai pas trop aimé le film. Hein. J'ai pas trop J'appellerais aimé ce le film. film Haine. Ouais. Et par contre, le film de Gaspard Noé, là, je l'appellerais ça Amour. Mais ce qui m'a fait de la peine quand même, si vous voulez, c'est que lui, il est en pleine forme, il a une maîtresse. Enfin, il essaye. Oui, il essaye, mais enfin, il est quand même C'est très... un peu très- pathétique. Non, il est quand même très séduisant. Oui, oui, oui. On ne peut pas dire le contraire. Il est magnifique. Il parle un français avec cet accent magnifique, il improvise comme personne. Et elle a l'Alzheimer, elle perd la tête. Mais ça, c'est le rôle, c'est pas C'est le l'actrice. rôle, mais c'est toujours comme ça qu'on montre les femmes quand même. Voilà, donc c'est le rôle. Donc C'est le rôle. c'est pas la HD. Mais il y a tout le c'est reste qui va scénario. avec aussi. Moi, je sais pas, ça m'a fait du mal. Ça m'a fait du mal. Non, je veux pas vieillir au cinéma. Non. Qu'est-ce que vous vouliez me proposer? Ah, moi, j'ai rien du tout. J'essaie de comprendre d'où vient le désir de l'acteur. de Il y en l'actrice. a pas de désir. Mon seul désir, c'était un désir, mais qui n'existe plus, bien sûr. Mais le désir, c'était qu'on m'aime et qu'on ait envie de me voir au cinéma, comme Louis Brooks avec Pabst, ou comme Marlène Dietrich avec Sternberg, ou comme Gina Roland avec Cassavetes. Il n'y a pas eu de Cassavetes, il n'y a pas eu de Sternberg, il n'y a pas eu de Pabst. On va faire écrire un scénario où on vous Il y a eu aime. Assayas, On va merci, faire merci écrire- Olivier. On va faire écrire un scénario où l'objectif de l'écriture, c'est qu'on aime Dominique Raymond. Oui, c'est avec- possible. Hein. Il suffit de le vouloir. Non, je crois pas. Ah, On n'est pas... j'ai ébranlé la cathédrale. Je sens que j'ai ébranlé la cathédrale. Non, mais bon, malheureusement, on est trop victime d'esthétisme. Hélas. Hélas. J'aimais beaucoup le film de cinéma de Fassbinder, ou les films allemands, ou les films anglais, où on s'en fout de tout ça. Mais malheureusement, en France, et peut-être en Suisse, l'esthétisme compte trop. Pas toujours, pas toujours. Et une femme âgée, c'est une femme âgée? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh non, pas C'est toujours. triste, hein, mais c'est comme ça. Les dessins, les tableaux, au travail, on peut le voir quelque part? Oui, alors là, c'est merveilleux. On peut le parce voir que... quelque part? Oui. Bah, déjà sur Instagram. Vous êtes sur Insta. Je suis sur Insta, moi, C'est je quoi- vais c'est quoi votre compte content. Insta? Bah, écoutez, Bientôt mon- TikTok. non, non, quand même pas. Non, j'ai pris Insta parce que pendant le Covid, on était tout seul chez soi. Et puis du coup, d'être avec Instagram me permettait d'être en lien avec une société et de savoir ce que faisaient les autres. Et donc, j'ai découvert des tonnes de gens qui dessinent, des tonnes de gens qui peignent ou qui font de la photo. Et j'ai trouvé ça Instagram génial parce que c'est pas du blabla, c'est juste l'image. Du coup, je m'y suis mis et après, j'ai fait un petit tri, bien sûr. J'ai pas mis tout ce que j'avais fait parce que c'est 1/1000 de tout ce que j'ai fait. J'ai tout gardé. Hein. Comme, oui, j'ai cru comprendre que vous étiez assez fourmi Oui. au niveau du J'ai matériel. pas gardé toutes les peintures, mais j'ai gardé tous les dessins depuis 1980. Donc j'ai tout gardé et ça m'a plu de montrer mon travail, pas pour avoir des cœurs, quoique on les regarde quand même, mais aussi pour être dans une communauté de gens qui font comme moi. Et je me dis, c'est fou de rencontrer quelqu'un d'autre qui fait ce qu'on aime et qui passe des heures aussi chez soi à voir ses tubes. C'est extraordinaire. Le compte Insta, c'est comment? Pardon? Votre compte Instagram, c'est comment? Bah, c'est mon nom, tout simplement, D'accord. avec un petit trait à la fin. Je crois que c'est lié, c'est pas moi qui l'ai fait, évidemment, c'est ma fille. Parce que moi, Vous avez combien d'enfants? On n'en a pas parlé. j'ai 2 filles. Elles vont bien? Elles vont bien, il y en a une qui est à Genève et l'autre est à Paris. Il y en a une qui fait de la bande dessinée et l'autre qui est à la communication au Théâtre de Carouge, D'accord. et, enfin pour l'instant. Et elles vont bien, ouais, elles font pas de théâtre. Elles sont pas Bon, actrices. alors, de toute façon, la communication pour un théâtre, c'est un peu faire du théâtre. Non, 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 aujourd'hui. non, ça n'a rien à voir. C'est d'être Ils derrière croyaient un que oui. bureau. Ils croyaient que oui. Et c'est pas la même chose. Et elles ont compris que c'était pas facile tous les jours d'être acteur. Elles ont 2 parents acteurs. Elles nous ont beaucoup entendu parler de ça. Elles nous ont vus parfois malheureux, parfois heureux, mais surtout, ça nous prenait tellement qu'elles étaient parfois spectatrices des conversations de leurs parents. Et parfois, elles avaient peut-être l'impression de passer en deuxième, et c'était vrai, bien qu'on les aime plus que nous-mêmes. Mais le théâtre a tout bouffé, on peut dire la vérité, quoi. Tout pris. Ok. Mais on ne regrette pas. Ben, j'espère bien. Merci beaucoup, Dominique. Ben, merci à On vous, se reverra Thierry. une fois ou l'autre. Mais parce qu'on écoutez, il y c'était a le encore- premier épisode, on fait C'est comme ça une Parce série. qu'il y a le nombre de choses dont on n'a pas pu parler, le nombre de gens avec qui vous avez travaillé. Ah oui, on a, oui, c'est- on a juste c'est- effleuré Assayas. Assayas, Il y a ouais. plein de J'ai choses. beaucoup à dire sur lui. J'ai Donc, beaucoup. on se reverra très Volontiers. certainement. Volontiers. On va se quitter pour cette première rencontre avec la bande-annonce de Last Dance. D'accord. On diffusera volontairement cette interview qui a été faite au mois de décembre, le 25 janvier. C'est un soir de première pour Last Dance en Suisse romande. Comme ça, vous serez avec nous. Au D'accord. moins comme ça, parce que vous ne pourrez probablement pas nous rejoindre, mais peut-être on va essayer de couper quelque chose parce que vous faites quelque chose au À Philharmonie. la Philharmonie, À la oui, je suis Philharmonie. récitante pour un concert sur Germaine, encore une Germaine, Taillefer, qui est Décidément. une hein. compositrice méconnue.
Et donc il y a une soirée consacrée à elle à la Philharmonie. Le 26. Le 26. Le 25, vous répétez? C'est ça, hein, c'est embêtant. C'est la vie des acteurs, qu'est-ce que vous voulez. Mais le film sortira, je crois, en mars ou avril, je ne sais plus, en France. Et puis je vous enverrai les autres dates en Suisse volontiers, oui. Et puis de toute façon, on va se recroiser. Ouais. Puisqu'on va écrire ce fameux formidable scénario, on va vous aimer. Donc on va de toute façon se recroiser, Dominique Clément. Ou alors attendez, je fais peut-être quelques petits travaux d'ici là. Sortez de ce corps, actrice française. Merci beaucoup. Alors, merci à Sébastiano, merci à Mélanie, merci à Charlotte, merci à Laura, merci à Christian et Nouria. Donc, à tous les gens qui font que cette émission qu'on fait pour rigoler. Il y a du monde. C'est tous les gens avec qui on travaille et puis ça, on le fait en plus. On le fait pour rigoler, pour se faire plaisir. Bonjour à tous et merci à tous. Et merci beaucoup, Dominique. On se quitte avec la bande-annonce de Last Dance et à bientôt. À bientôt. Ma chère Lise, je pense à toi tout le temps. Elisabeth, t'apportera les repas et moi je suis disponible à 24. On va vraiment se relayer le plus possible. Il m'a appelé plusieurs fois ton fils. Il veut que tu vois un neurologue. Est-ce que t'es désorienté en ce moment? Non mais c'est lui qui devrait se faire soigner. Elle t'a pris ta tension au moins? Ma tension descend quand on lui fout la paix. J'aurais dû commencer par le début. J'ai le rôle principal dans un spectacle de danse contemporaine. D'accord. Les répétitions, c'est tous les jours? C'est tous les jours, oui, de 11h à 18h et parfois le week-end. Ah, quand même, oui. Bonsoir, Germain. Ah, Sonia. Ok. C'est pas de la danse que vous faites, là, si? Moi, je suis sûr que vous pouvez y arriver. Il est vraiment unique, ce type. Unique, c'est pas forcément une qualité. Très, très bien. Tu décroches, s'il te plaît. Oh, quoi encore, là? Très bien, continuez en boucle. Non, je mets pas ça, moi. J'ai mes limites, moi. Et puis quoi encore? Germain, les échauffements uniquement avec Samir. Papy? Je savais pas que tu devais passer. Ta présence, Lise. Je la sens quand je danse. Ton sourire me manque. Je t'aime pour toujours. It may get bigger, it may get a little bigger, it may not get bigger at all. We'll see what happens. But regardless of what happens, we're totally prepared.